Ouais, Russie, j'ai fait, j'étais à la Star City, j'étais à Moscou, etc. Et c'est propre? C'est old school. Ah bon? Ah, c'est old school comme j'ai jamais vu. Mais comme c'est des tests oculaires, biopsie muculaire, donc carottage dans la cuisse, c'est lourd, hein. Tu ressors avec des petites cicatrices à droite à gauche. La batterie de test, elle est violente. Hein. Moi, pour 4000 €, j'ai jamais fait ça. Je suis un fanat. Mon bureau de studio, on le voit jamais en story, mais derrière, mec, c'est un mur Pokémon. Ah ouais? 2 cartes gradées, c'est. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Quand tu veux. Moi j'aime bien commencer et continuer la conversation qu'on avait. Donc j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu as fait hier soir du coup. Ah ouais, comme ça, d'entrée de jeu. Eh ben, putain. Eh ben, hier soir, on s'est mis bien, non? On s'est fait une petite journée motocross, la petite journée piscine au domaine. En plus, c'est le domaine où on se marie en fin d'année, donc tu vois, je connais un peu les lieux. Ah, c'est cet endroit-là? Ouais, Ok. c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis non, grosse journée bécane entre mecs, là, ça fait du bien. Petite piscine, et puis après, voilà, petit mojito. Petite donc, soirée, donc c'est ok. un peu plus dur le lendemain, mais, mais ça fait du bien de couper, tu vois, tu bosses toute la journée, donc tout le temps 7 sur 7, donc ça fait du bien. Ouais. Ouais, bon, t'as bien fait. Mais la Ouais. prochaine fois, il faudra me proposer. Ouais, clairement. Je t'inviterai la prochaine fois. Bon, le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Ouais. Et l'idée, c'est de remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. C'est toi qui choisis. Et ensuite, Ok. on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, moi, en tant que castor, je vais te mettre des barrages qui sont schématiquement les questions que je vais te poser. Et donc, on va défiler jusqu'à qui tu es aujourd'hui. Mais avant de revenir à ce premier souvenir, peut-être l'as-tu déjà en tête. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton activité au Ouais. sens large, c'est-à-dire tout le spectre de ce que tu fais? Ouais, bah, j'ai surtout 2 casquettes aujourd'hui. J'ai la casquette investisseur immobilier. D'un point de vue personnel, j'investis massivement dans l'immobilier. Et à côté de ça, j'ai la casquette entrepreneuriale où là, j'ai une boîte et un organisme de formation. Et donc, on forme les personnes à investir dans l'immobilier, que ce soit les particuliers, professionnels. Voilà, on est sur du business en ligne, entre guillemets. Et voilà, aujourd'hui, c'est mes 2 principales activités qui m'occupent bien mes journées. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut avoir... Alors, c'est vrai que je t'ai même pas demandé en off, mais j'ai mes questions, t'as tes réponses, c'est pas obligé de répondre à tout. Ouais. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée en chiffres, soit le nombre de biens que tu as achetés, le nombre de transactions Ouais. que tu as réalisées, soit les loyers que ça génère mensuellement, annuellement, comme tu veux, Ouais, pas de et la problème. formation aussi, le nombre d'élèves que tu as accompagnés. Ouais. Alors sur la partie IMO, aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine de lots, à peu près qui tournent entre appartements, garages, etc. Que de la LCD, à part les garages? À part les garages, que de la LCD. Il me reste une location meublée à l'année, et sinon ce n'est que de la LCD. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça, Airbnb Booking, je fais que ça. Et C'est quoi la proportion sur les 40? j'ai 17 garages. Ok, Et ça le marche. reste, c'est de l'appart. Ok. De l'appart, de la suite, j'ai des logements atypiques, etc. On aura peut-être l'occasion de Ouais. rentrer en détail dedans. Ouais. Mais c'est ça la répartition. En termes de loyer, tout confondu, mensuel, on est sur 25 000 € à peu près par mois de Ok. loyer. Et donc ça, c'est pour la partie IMO, sans transaction, d'achat-revente, etc. Ça, c'est chiffre d'affaires généré avant frais de plateforme, etc. Avant Ok. frais, enfin, ouais. Non, enfin ça inclut déjà les frais de plateforme. Ok. Après, ça t'enlève ton eau, tes charges, Ouais. le prêt, Ménage. la femme de ménage, Ouais, etc. ok. Oui, tout est délégué. T'as hein. une personne de ménage, toi, pour l'ensemble de tes biens ou J'en avais même plusieurs, on était 4 au maximum. Ok. Ouais. Parce que bah, tu vois, tu as les départs des clients à 11h Ouais. le matin, tu as les entrées vers 16h. Donc tu comptes 1 heure par appart, une personne, ça suffit pas. Donc, Mais du coup, sur l'ensemble des biens, avant qu'on vienne sur la partie formation, sur l'ensemble des biens que tu as aujourd'hui, parce que j'ai souvenir des chiffres que tu m'avais donnés par rapport à, je sais pas comment là où tu as aménagé ce qui est le plus rentable pour toi aujourd'hui. mais Sud Troglodyte. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, un tiers, voire la moitié du chiffre d'affaires est réalisé par 2 appartements. Bah, c'est les 2 apparts atypiques qui tournent le plus. Ouais. Ouais, ok. Ça tourne le Bon, on y plus. reviendra Ouais. après. Bah, ça fait à peu près 10 000 et puis tu as à peu près 15 000 sur le reste des appartements. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, c'est dingue. On est sur du 70% de renta, c'est stratosphérique. C'est pour ça qu'on est en train d'en acheter une 3e. Là, j'ai signé la semaine dernière. Donc, Ah, c'est vrai? Ouais, semaine dernière, j'ai Ah, signé. c'est ça les stories où tu mettais... Exactement, ouais. Bah ouais, tu sais, après, c'est comme tout, hein. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est que tu trouves ce qui marche, tu
tu le perfectionnes et puis après tu répliques, hein, tout simplement. Ça marche une fois, ça marchait sur 2 suites. Là, on sort une nouvelle suite encore plus haut de gamme. Pareil vers Angers Ouais, vers Angers, pareil, même secteur. Et maintenant, on le connaît ce secteur. Ça fait un an et demi que ça tourne ces suites. Ça cartonne. On est à 94% de taux de renta sur toute l'année, même les mois d'hiver. De taux de remplissage ? Taux de remplissage, Ok. ouais. Donc ça, vraiment, ça tourne Là, fort. tu me dis si je me trompe, mais de mémoire, c'était jusqu'à octobre. Alors, on s'est vu il y a 2 mois, donc peut-être maintenant c'est ça. même plus loin. Mais jusqu'à octobre, tous les week-ends sont Là, full. c'est il y a plus de vendredi soir, samedi soir jusqu'à Noël, tu vois. Ah ouais. On est en Et au juillet. moment où on fait cette vidéo, on est en juillet Ouais, et 2024. Il faut, pour avoir tes premiers samedis maintenant, c'est sur janvier 2025. Ah ouais. Il te reste des trous dans la semaine, bien sûr, évidemment. Ça, c'est surtout beaucoup des résas dernière minute, des choses comme ça. Mais tu vois, sur juin, on a fait 100% taux de remplissage. Juillet, on va faire 100% taux de remplissage. Et sur août, il doit rester 1 ou 2 nuits de libre, genre un mardi, un jeudi, tu vois. Et tu peux dire combien tu vends une nuit ? Ouais, les nuits sont Tout à compris 200... avec les frais de plateforme, etc. Bah alors, coût de revient sur Airbnb pour le client, ça fait 330. 330 la nuit. Ouais, et moi, ça me laisse 250 pour moi, 25 balles de ménage, et le reste, c'est les frais de site. Et donc 330 la nuit, ça c'est en week-end ou c'est en semaine ou peu importe, ça change rien. 330, non, le week-end, c'est plus cher, parce que c'est 250 de base, alors que la semaine, c'est 220. T'as 30 balles de moins. Donc Ok. pour le client, ça doit lui faire 300, 305. Donc c'est 300 la semaine et 330 le week-end. Grosso modo, c'est ça. Et, est-ce Hors que... upsell. et tu t'en vends beaucoup ? Ouais. Quand tu dis upsell, c'est bouteille de C'est champagne. au pack romantique, etc., qu'on installe à 50 balles, et ça, on doit en vendre entre 8 et 10 mensuels à peu près. Ah ouais. Il y a une nuit sur 3 qui est prise, grosso modo. C'est énorme. Ça fait un loyer, ça fait 800 balles. Quoi. Ça fait un loyer supplémentaire. Ça paye les lecs. J'ai 900 balles d'élec par mois, donc ça paye les... Ah, t'as 900 balles d'élec Ouais, par mois. ouais. Sur les deux ou par... Non, pour les deux. C'est juste un commun. C'est le un jacuzzi qui compteur consomme. commun. C'est même pas tant le jacuzzi, c'est surtout l'hiver parce que t'es sous la grotte, t'es sous Ouais. terre, mais factuellement tu chauffes quand même, t'as pas d'isolation, donc même si c'est la terre, t'as du volume, hein, ça fait 8,50 m de haut la grotte, donc il faut chauffer les mètres cubes en fait. Donc ouais, ça tape. Et là, du coup, tu vas en faire une troisième ou tu vas pouvoir en refaire 2 ? Là on en fait une seule, ça fait 70-75 mètres carrés, là le nouveau troglodyte qu'on est en train de trouver. C'est différemment fait, on va pouvoir faire du sauna, on va faire vraiment pas mal de choses en Tu plus, vas le vendre directement dans la roche et tout. Enfin, ça Encore va plus être- cher ? Ah ouais, ça va être un autre niveau. Ça va vraiment être un autre niveau. Là, il y a que les jacuzzis, c'est déjà luxueux. Là, je te dis, il y aura jacuzzi. Il y a même, on va créer des saunas dans la roche, à même la roche, vraiment intégrée dedans. Tu vas pas remettre une capsule toute préfaite. Donc non, ça va être encore plus haut standing. Et ça, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent un peu switcher, qui sont sur Spotify, on va sur ton compte Insta, je crois que c'est épinglé, c'est l'un des premiers réels qu'on trouve. Ouais, c'est ça. On va les retrouver régulièrement en story. Ils sont épinglés. C'est les suites troglodytes. C'est ce qui a vraiment fait cartonner notre atypique. Et c'est ce qui nous a amené, je vais souvent dire nous parce que je suis avec mon associé maintenant, Ouais. à ne faire aujourd'hui, depuis l'année dernière, à part un immeuble, on ne fait plus que de l'atypique. Que de la Que typique. du logement atypique. Et si tu pouvais, parce que je crois que tu m'avais dit que c'était pas simple à trouver des grottes, mais Ça dépend des secteurs. J'ai envie de te dire. Moi, dans ma région, il y en a. Après, il faut trouver la bonne, il faut faire les études géologiques, il faut qu'elle soit vraiment habitable, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes, évidemment, mais c'est comme tout, tu as envie d'avoir plus, il y a plus de contraintes. Après, tu as des régions où il n'y en a pas du tout, et tu as des régions où ça se fait, en fait. Donc, il y a des villes, c'est des vraies gruyères en dessous, tout le monde a des grottes chez lui, tout le monde a des caves exploitables, puis tu as des coins en France où tu n'en as pas du tout. Donc, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de ton coin. est-ce que là, pour qu'on ait une idée, tu cherchais depuis combien de temps à peu près ? Si tu veux, moi, j'ai un process où je cherche toute l'année, tous les jours, tout le temps, en fait. T'as des alertes, tu veux dire, sur le Bon Coin, Je mets etc. même tous pas, les en jours fait, j'ai mon associé qui lui est spécialisé dans la recherche. Ok. Et lui, en toute transparence, je sais même pas comment il fait, mais tous les jours il cherche et dès qu'il voit passer un truc, il l'envoie. En fait, je calcule pas si en ce moment je me lance à la recherche d'un bien. En fait, je cherche tout le temps. Donc là, t'es en recherche depuis 2 ans. Et donc Depuis 5 ans, on cherche. Ouais, Ah, depuis 5 ans ? Ouais, j'ai commencé il y a 5 ans. Ah, la maison troglodyte, là, tu l'as fait Non, je te la parle maison juste- la première, elle est arrivée il y a 2 ans. Alors, mes moi, 3 premières années, Quand je parle j'ai de pas fait. recherche, je parle uniquement de la troglodyte. Vous vous êtes remis dessus, en gros, à rechercher à partir de quand ? Non, en fait, c'est même pas qu'on se remet dessus, on cherche, on trouve des bons trucs. Là, tu vois, par exemple, on a sorti le Love Room, etc. On prend de l'appart classique. Là, il est sorti un troglo qui était intéressant, on va dessus. Mais je cherchais pas spécialement un troglo. Ok. Tu vois, si demain je trouve autre chose, une maison conteneur qui m'intéresse, je vais y aller. On est sur des projets d'housebot. Je suis sur des projets, mais je prends tout ce qui est rentable en fait. Tu vois. Donc là, Ok. il s'est représenté un troglo. Ok. Mais C'était pas prévu que je refasse un troisième troglo. Tu vois. entre une houseboat et une maison troglodyte, c'est quoi le plus rentable ? Pas le troglo. Ça Troglo, va être très très dur à battre en termes de Aujourd'hui, rentabilité. c'est ce qu'il y a de plus rentable dans ce que tu as fait. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus rentable dans une très grande partie des atypiques.
classique, on va dire. Entre la bulle, le tipi, la cabane dans les bois, tu vois, si tu prends de la maison conteneur, bah, la houseboat. Non, y a pas Tu de fais débat. 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel sur cette. Entre 10 et 12 000. Ouais, On va dire 11 000 mensuels. Ouais, c'est ça, Donc tu fais, tu fais 130 000 à l'année à peu près. Ouais. en chiffre d'affaires généré. Et ça t'est revenu à combien ces deux maisons? 205, 210 000, Tout compris. tout compris. J'ai acheté 24 000 euros. Ouais. Donc c'est pas cher. Après, t'avais fait les travaux par toi-même, tu m'avais Et dit que après, c'était. travaux, c'est pas que je les ai fait par moi-même, c'est que je les ai financés moi-même parce que c'est du projet exotique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le truc, on s'est dit, ok, ça peut être sympa, bon, il fallait se projeter, tu vois. Mm. La banque a pas suivi parce que justement, trop exotique, pas commun, c'est une grotte, c'est même pas habitable, etc. Ça sera plus Trop de facile là, risques. pour la troisième, là, ça sera plus facile, Ça sera j'imagine. beaucoup plus simple, ouais. Ça sera Ouais. beaucoup plus simple. Et du coup, on l'a acheté nous-mêmes. Ensuite, je te dis, ça fait 28 000, donc on a mis à peu près 170 000 euros de travaux, évidemment, parce qu'il y avait tout à faire, hein, la valeur était dans les travaux. Donc déjà, tu connais un peu l'IMO, la banque n'aime pas quand il y a une grosse proportion de travaux par rapport à l'achat. Et si en plus de ça, tu achètes une grotte et que c'est pas de l'immobilier standard, c'était très compliqué. Donc on l'a acheté content. Ensuite, les 120 premiers 1000 euros de travaux, on les a mis de nous-mêmes et on a été chercher le reste par un prêt, tu vois. Ok. Ouais. Ah oui, donc en plus, t'as pas un gros crédit en face là. Non, j'ai 400 balles par mois. Enfin, ma plus grosse charge, c'est l'élec, tu vois. Finalement, le fameux rentier avec ses deux maisons troglodytes, aujourd'hui, tu pourrais en vivre Ah bah largement. oui, largement. Ok. Largement. Après, moi, je me sors rien parce que c'est sur mes sociétés. Ouais, ouais. Et du coup, C'est pas le but. c'est pas le but. Et moi, je suis dans un but de croissance. Donc, j'ai fait mes 2 premiers immeubles en perso, ce qui me suffit largement pour vivre. Et ensuite, l'intégralité de mes entreprises, je ne me sors rien. Que ce soit du côté entreprise, entrepreneuriat, groupe de formation ou toutes mes sociétés modeling, je ne sors rien. Pas pour l'instant. du moins. Donc là, on a parlé, on va y revenir après, mais parce qu'il faut quand même qu'on suive notre trame. C'est ça, la En trame. termes de nombre d'élèves, avant de revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur, aujourd'hui, Là, ça fait combien de temps que t'en d'élèves, fais? On est à 400 élèves à peu près. 400 élèves? Ouais, 400. Ok. Sur 2-3 ans? On a commencé en 2021, en sachant que 2021-2022, on a dû faire, je sais pas, peut-être moins de 20 élèves, tu vois. Ok. Première année, c'est Ouais, c'est ok. très très difficile, tu vois. Ok. Sur des produits à étiquette comme ça, c'est des produits à... Voilà, la formation aujourd'hui, elle a un coût moyen, ça dépend des programmes, mais on va dire l'entrée est à 1 500 euros. Donc avant voilà, d'arriver à faire dépenser 1 500 euros par quelqu'un quand tu n'as pas de notoriété, que tu n'es pas reconnu, que tu n'es pas encore Calliope, que tu n'es pas CPS, que tu n'es pas accrédité, c'est pas évident. C'est plus facile, c'est plus difficile de commercialiser à ce moment-là. Bah, c'est ça. Ok. Et puis quand tu as la communauté qui groupe, au début, tu es 600 abonnés. Ouais. Aujourd'hui, on est 100 000. Ouais. Forcément, c'est plus la même visibilité non plus, quoi. Là, l'objectif pour fin d'année 2024, c'est de faire quoi, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'élèves par mois. Tu t'es fixé quoi comme objectif? Je m'en fixe jamais. Gros, Ok. l'objectif, jamais. Parce qu'un objectif, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, tu vas te dire, je en fais 25, et puis dès que tu vas les faire, tu vas dire, bon, bah maintenant c'est 50. Ouais. Et puis quand tu auras fait tes 50, bah maintenant c'est 100. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Je vais en faire le plus que je peux avaler, en fait. Ok. Et je sais que je peux avaler à l'infini parce qu'après, tu scales, tu dupliques, tu prends des coachs et c'est le but de la croissance d'une entreprise. Donc aujourd'hui, si je pourrais avoir 50 000 élèves dans la formation, bah ouais, let's go, quoi. En fait. Ok. Je veux dire, c'est fait pour ça une entreprise, hein. Ouais, bien Et sûr. puis c'est comme ça qu'on aide les gens, c'est toujours ce que je dis. On les forme pas pour prendre leur fric. Je veux dire, il faut une réalité. À chaque fois que je forme quelqu'un, je sais que je vais mettre quelqu'un sur les rails pour que lui aussi il aille chercher sa liberté, au moins ses premiers investissements. Je sais que, tu vois, souvent les gens me disent, ah mais c'est cher, tu te rends pas compte, machin. Ah, mais c'est comme ça que je peux t'aider, tu vois. C'est comme ça que je peux t'aider. Donc je me dis, demain, si j'ai 50 000 personnes dans ma formation, bah, c'est 50 000 personnes que j'aurais réellement aidé, tu vois. Donc je suis plutôt aligné avec ce qu'on fait, donc on a des super bons résultats. Donc non, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, tu as alors au moment où ce podcast sortira, je sais pas si ça sera sorti encore, mais tu fais des témoignages de tes élèves qui ont réalisé des projets. Ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que, et c'est aussi pour ça qu'on est en train de mettre en place aussi un podcast, c'est, on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., à travers ces podcasts, des gens qui ont déjà réussi, des stars entre guillemets, ou des personnes très influentes, ou des personnes qui ont déjà des niveaux très très avancés. Donc c'est inspirant, tu vois, c'est très inspirant. Mais tu as tout le reste de la population que tu connais pas, qui sont pas médiatisés, qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui n'ont rien. Et tu as l'impression que ces gens-là, excuse-moi l'expression, c'est des merdes, tu vois, qui n'ont pas d'importance parce qu'il n'y a pas de caméra sur eux, tu vois. Mais en fait, tu as des personnes, tu n'as même pas idée, que tu considères comme lambda, donc qui ne pèsent pas, qui en fait brassent énormément. Moi, j'ai des élèves, ils sont à leur 5e immeuble.
ils sont pas Instagram, tu vois. En fait, ça leur empêche pas de vraiment coffrer fort. Et ces personnes, pour moi, je trouve que quelqu'un qui débute dans la vie, qui veut se lancer dans l'immobilier, bah, c'est plus facile de t'identifier à ça que quand tu vois des interviews comme Tony Parker, des choses comme ça. C'est sûr qu'ils sont très inspirants parce qu'ils ont une carrière extraordinaire, mais factuellement, c'est difficile C'est de presque comparer. trop loin. Tu vois, c'est trop loin en fait, c'est trop loin. Et tout le monde ne sera pas Tony Parker de sa vie, tu vois. Ou des fois, tu vois des interviews de Matt Pokora, de plein de personnes, parcours extrêmement inspirant, même des grands sportifs. Moi, je trouve que c'est bien d'un point de vue mindset, mais d'un point de vue chiffre, ça peut, tu vois, déjà qu'avec les réseaux sociaux, c'est compliqué. Ça peut à terme presque devenir contre-productif parce que finalement. Ça te casse ta croyance en toi, tu te rabaisses, tu dis, mais en fait, j'arriverai jamais comme des mecs comme ça. Ou même les influenceurs, tu dis, ouais, mais lui, il a 100 000 abonnés. Moi, ça m'arrive souvent sur mes réseaux. On me dit, ouais, mais. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est bien, j'ai hâte de voir la suite là. Ça va bien avancer. Hein. C'est vrai que ces maisons troglodytes, c'est. C'est fou, mec. C'est fou. Là, je t'ai dit, c'était quand? Non, hier, j'étais là, c'était mardi, j'ai fait la journée complète sur le terrain avec l'étude géologique. J'étais de 8h à 18h. Les mecs, tout est ouvert, donc j'ai reçu le compromis ce matin. Tu l'achètes combien la grotte? Merci beaucoup. Là, je l'achète 36 000 frais d'agence inclus. Donc les gens, ils savent pas ce qu'ils vendent en fait. Bah non, ils se rendent pas compte. Pour eux, ils vendent une grotte qui est sans intérêt, tu peux rien en faire, alors qu'en fait, tu vas sortir un bijou monstrueux. Ouais. J'ai toutes mes équipes qui sont passées dessus mardi. Laisse tomber. Moi. Et ils ont pas capté les propriétaires. Ils s'en foutent. C'est des vieux. Vieux, ils vendent la parcelle. Ils ont rien à foutre. Parce que t'achètes pas que la grotte, t'achètes un terrain avec. J'achète le terrain, il y a 700 mètres carrés. Donc ce qui valorise, c'est même pas la grotte, c'est le terrain en fait. Ah bah ouais, c'est ça. Eux, ils vendent ça comme ça, mais moi derrière, je vais peut-être même mettre une bulle sur le terrain et tout. On va piquer à la mort, tu vois. Et je pense que ça va faire un putain de site qui va encore cracher. Je pense que la bulle crachera moins que le troglo parce que c'est de facto moins atypique. T'es pas dans une grotte d'1 mètre sous terre, forcément, tu peux pas avoir le même côté. C'est pour ça que je te disais souvent la troglo, c'est fort parce que même sans rien faire, c'est déjà atypique de par l'endroit. En fait, voilà, c'est déjà unique. Alors que des House of Spot, des Love Room, tu peux les répliquer, t'en as plein, tu vois. Après, t'en as des plus sympas que d'autres. Et en plus, il y a cette idée que la grotte, elle est vraiment unique, donc tu t'adaptes à cette grotte. Ah bah bien sûr. Parce que là, moi, le troisième, il y en a aucun des trois qui va ressembler à l'autre, tu vois. C'est pas possible, tu vois. La grotte, elle est comme elle est, la roche, c'est pas moi qui l'ai faite, tu vois. Et tu vas t'en sortir pareil pour 200 000 balles ou de 300 000? Moins que ça, parce que du coup, l'autre, il y avait 2 suites, ça faisait 150 mètres carrés, là, il y en a qu'une de 70-75, donc non, je pense. Ah, tu penses à 150 000, tu fais le tour? À 100, on a évalué à 130 000, ouais. Donc ça va me faire un projet fini à 160, 170. Et tu penses que tu vas être à plus cher au niveau de la nuit 4 ou... Ouais, je pense, parce que là, ça va être un peu plus standing. Donc je dirais pas, ça va pas être 2 fois le prix, mais je pense qu'au lieu d'être à 250, on va être à 300, je pense. 290, 300 à peu près. Faut tester encore une fois, hein, parce que t'as ce que toi tu veux, puis t'as ce que le marché est prêt à y mettre, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord. Je me rends pas compte si des nuitées, jusqu'à quel niveau t'as un marché. Je dirais que ça dépend de ta ville. Bon, on reprend. Je sais même plus ce que je disais dans le coup. Ouais, à peu près, je crois. Tu parlais d'avoir, je crois qu'on était sur le sujet abonné. Ouais, c'est ça, des personnes influentes. Ouais. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est reparti là. Donc ouais, non, t'as des personnes comme ça qui sont célèbres, qui sont très inspirantes, et bah tu te retrouves en fait à avoir ce syndrome de l'imposteur qui est en train de se développer. Moi, je le vois chez mes élèves aussi, où t'as une perte de confiance parce que si le matin t'as le malheur d'ouvrir Instagram et que tu scrolles. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression que je suis la pire des merdes, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde fait mieux que moi, tout le monde a une vie de dingue, lui il est inspirant, lui il a réussi ça, et puis que moi, je sais pas, j'arrive pas à trouver mon premier bien en fait, tu vois. Surtout en été, t'as des stories de partout sur des yachts gigantesques. C'est ça. Ça te biaise en fait. Ça te biaise, et moi j'ai des élèves qui me disent, mais en fait, moi j'arrive même pas à trouver un pauvre studio où je suis pas finançable, où je prends des murs. Ouais. Et en fait, t'en perds la réalité. Et des fois, je leur dis, mais stop, en fait, arrêtez avec les réseaux sociaux. Parce que. Et toutes ces personnes interviewées sur les podcasts, toutes ces stars. Bah en fait ça peut même en avoir un côté malsain parce qu'en fait t'es en train de t'identifier à un mec qui pèse ce que tu ne pèseras peut-être jamais ou tu pèseras dans 10 ans parce que lui en fait il pesait pas comme ça au début. Aujourd'hui tu vois des mecs, ouais alors j'ai fait une opération à 1.4 sur les champs, mais t'as probablement pas commencé comme ça en fait. Et aujourd'hui c'est ce qui ressort parce que ça montre ta valeur ajoutée, mais factuellement quelqu'un qui débute, t'as aucune identification, tu vois, et au final c'est limite plus démoralisant qu'autre chose. Moi je sais que j'aime pas trop écouter ce genre de choses, ou alors pour le côté vraiment mindset de la personne. Tu vois son état d'esprit, c'est un battant, il a pas lâché. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Après, que tu aies fait ça ou autre chose, des façons de s'enrichir, il y en a plein. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème. Moi, je prends le mindset là-dessus. Mais personnes qui n'ont pas beaucoup de recul,
Je trouve que tu peux vite tomber dans le piège de tu t'enfermes toi-même et c'est un peu cata, tu vois. On va revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. Et un truc que j'aime bien, parce qu'on ne l'a pas dit au départ, mais c'est que toi, de base, je ne sais pas si on dit médecin, chirurgien Ouais, ou... non, pas chirurgien, j'ai fait 10 ans d'études en cardiologie. Ouais, Ouais, on peut dire ouais, cardiologue. cardio, ouais. J'étais en T'es cardio. cardiologue et ça, c'est vrai que ça dénote énormément avec l'écosystème. Parce que je sais pas, tu vois, tu parlais juste avant là, en disant bah il y a du Tony Parker, etc., qui ont des résultats qui sont dingues, mais en même temps, ça fait des années qu'ils bossent, etc. Et c'est pas tout le monde qui réussit de cette forme-là. Je trouve qu'il y a aussi un autre sujet, moi, qui m'embête un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression, et c'est devenu presque too much, c'est de se vanter de ne pas avoir fait d'études. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un parcours, ils ont fait moi j'ai pas le bac et grâce à ça j'ai réussi à faire ça, etc. En fait, j'ai l'impression que, parce que comme tu sais, j'ai fait un master, j'ai fait Audencia à Nantes. Bah en fait, quand tu fais ça, j'avais un copain que j'avais passé aussi en podcast qui avait fait Normal Sup et quand il disait moi j'ai fait Normal Sup, j'ai l'impression que vu que j'avais fait des études, j'allais jamais réussir dans le business. Ouais. Et du coup, ce qui est cool, c'est que toi, tu as une situation. En plus, pour le coup, médecin, c'est quand même un peu à l'opposé de l'entrepreneuriat. Et pour autant, tu as réussi à le faire. Et je trouve qu'on met pas assez en avant ces profils-là. Et maintenant, c'est presque se distinguer d'avoir fait des études et d'avoir une réussite dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'à une époque, c'était un peu le discours à Anthony Bourbon où il disait voilà, je suis parti de la rue, je suis parti de rien, etc. Finalement, des histoires comme ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que t'en as 15 000. Ouais, t'en as et des mecs surtout en e-commerce, t'en as beaucoup en e-commerce, des personnes qui sont parties de rien, etc. Et qui vivent à l'étranger maintenant. Ouais. Et pourtant, il y a plein de gens comme toi et d'autres qui ont des parcours scolaires qui sont plus qu'admirables. Et ça n'empêche pas de réussir par la suite en entrepreneuriat. Bah non, Donc, puis tu vois, je vais même te prouver l'exemple. Mon associé en immobilier qui va rejoindre mon organisme de formation qui est ni plus ni moins que mon frère est ingénieur nucléaire, tu vois. Et donc pour l'instant, tout ce qu'on a fait en IMO depuis 5 ans, il l'a quasiment fait entièrement avec moi en ayant son CDI, en travaillant également, je veux dire, à temps plein. Et tu vois, il n'y a que maintenant qui va quitter son salariat alors que ça fait, je te dis, ça fait 5 ans qu'on investit. Et quand on a commencé à investir, moi j'ai commencé tout seul, il avait dû commencer 1 an avant. Il a fait 6 ans de salariat et tu vois, il le quitte que maintenant. Il a réussi à faire quand même pas mal de choses. Ouais. Donc, non, les études, moi ce que j'en pense en tout cas des études, c'est que tu as ce côté justement, Tony Bourbon, ça sert à rien, on va pas t'apprendre l'éducation financière, on va rien faire, tu vas rien en faire. Tu as des profs d'éco qui vont t'apprendre à monter une boîte pour faire du chiffre alors qu'ils l'ont jamais fait eux-mêmes. Ce que je rejoins dans l'idée. Et en même temps, c'est pas fait pour tout le monde d'entreprendre. C'est pas parce que tu investis dans l'immo que tu vas en vivre, loin de là, tu vois, ça sera pas le cas de tout le monde n'a pas la même niaque. Et j'ai envie de dire, tu vois, moi je regrette pas ça, on me dit mais tu regrettes pas d'avoir fait 10 piges, parce que j'ai fait 10 piges, tu vois, j'ai fini à 27, 28 ans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai 33, j'ai commencé il y a que 5 ans, tu vois. Et non, parce que j'aurais peut-être pas l'état de réflexion que j'ai aujourd'hui si j'aurais pas fait mes études. Et je le vois des fois par rapport à certaines personnes. T'aurais commencé aussi plus tôt, t'aurais pu faire des erreurs parce que t'étais moins mature, t'aurais commencé à 20 ans ou... Bah c'est ça. Et ça, avec des sites tu refais le monde, tu vois. Mais j'aurais peut-être pas la même maturité, j'aurais peut-être pas le même recul, j'aurais peut-être pas bossé autant parce que mine de rien, 10 ans de médecine, je travaillais pour le Centre spatial français, j'étais toujours envoyé à l'étranger, donc j'ai ce côté déjà débrouille, solo, tu dois te démerder, tu vois. Donc au final, là, moi, me réadapter en autodidacte à quelque chose, ça me dérange pas. Bosser des fois 18 heures par jour, ça a été mon quotidien pendant 10 ans, donc en fait aujourd'hui c'est pas dur, tu vois. Et moi je regrette pas, tu vois, je regrette vraiment pas parce que ça m'a formaté à être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui je peux passer en mode machine pendant X temps sans m'arrêter. J'ai connu pire en fait. Ouais, bien sûr. J'ai connu pire, non, et puis ça me dérange pas. Non, mais enfin moi je trouve ça au contraire très positif. Et je pense que d'ailleurs de plus en plus il va y avoir des gens qui vont se vanter, j'en sais rien, mais qui vont mettre en avant le fait qu'ils aient un parcours scolaire qui soit aussi admirable, parce que finalement j'ai presque l'impression aujourd'hui que c'est une honte d'avoir fait un excellent parcours scolaire, alors que ça n'empêche pas. Et d'ailleurs c'est souvent ce qui sépare un peu peut-être le milieu de l'infoprenariat de l'entrepreneuriat, et c'est dommage parce qu'ils ont du mal à se regrouper. T'as ces infopreneurs qui vont pas faire d'études et qui vont lancer des boîtes, qui vont pas lever d'argent et qui vont faire scaler leur activité et qui savent gagner de l'argent de manière importante. Et de l'autre côté, tu as ce milieu entrepreneurial où là, tu vas avoir des gens qui ont plus de mal à générer des profits, mais qui ont fait un parcours scolaire et qui vont plutôt monter des startups qui vont être financés par des business angels, etc., capital risque. Et j'ai l'impression que cet écosystème se mélangeait pas trop, et de plus en plus, on a des hybrides
dont tu fais partie, Ouais, c'est dont ça. je fais partie, qui peuvent avoir un parcours scolaire qui reste très bon et qui pour autant se lancent sur la partie entrepreneuriale, investissement, Bah etc. ouais, clairement, ouais. et qui arrivent à se débrouiller et à mélanger ces deux mondes. Mhm. Bon, Ouais, c'est sûr. quoi ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur alors? C'était en quelle année? C'était quoi? Mon premier souvenir, forcément, c'est le premier achat en tant qu'investisseur, forcément. Ouais. C'est celui-là qui. Mais ce qui m'a marqué le plus. Alors, l'idée, c'est d'essayer de remonter, si tu as un souvenir, tu vois, genre vers 5, 10, 15 ans, ou si tu faisais déjà du truc, je sais pas, tu revendais des baskets, tu revendais des sweats, tu faisais... Non, franchement, je le dis toujours. J'étais vraiment un gars lambda, tu vois. J'étais un gars lambda, j'étais rangé. Je faisais mes études en toute transparence. J'ai fait 10 ans parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Je te jure, j'ai fait le bac. J'ai failli pas avoir mon bac, j'étais au rattrapage. Ah ouais? Ah bah ouais, j'ai failli pas avoir mon brevet des collèges. Ensuite, mon bac, j'étais au rattrapage. Et Donc là, pour toi, il n'y avait pas de sens dans ce que tu faisais à l'école, à ce moment-là. Ça peut paraître paradoxal, mais j'étais pas quelqu'un de scolaire, tu vois. J'aimais pas trop l'école et je le dis, j'ai jamais trop aimé l'école. T'as fait tu vois. PACES? J'ai fait PACES, ouais. Enfin, c'était PCEM1 à l'époque, Ouais. mais, parce que je suis plus vieux, mais Mais comment tu dis? c'était PCEM1. Première année des cycles d'études médicales. Un truc Ok. comme ça. Tu l'as fait à Angers? À Angers, ouais. Mais ça, c'est hyper sélectif. Si t'as pas failli, si t'as failli pas avoir ton bac, tu l'as eu en première année ou en deuxième année? Deuxième année. Tu l'as eu en deuxième Ouais. année? Mais bah en fait, tu dois tout simplement. J'ai pris une claque, tu vois. En fait, il faut bosser, tu vois. Il faut bosser. Et après, c'est ce qui change tout. Je veux dire, au final, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est pour ta réussite, elle est souvent proportionnelle aux heures de boulot que tu fais. Mais vie lambda, je continuais. J'ai fait première année. Après, j'ai fait le master, etc. J'ai des opportunités qui se sont faites pour travailler notamment pour le centre spatial. Donc, j'y étais. Mais c'était plus parce que la sortie dans le marché de l'emploi me faisait peur, tu vois, en mode mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop si je vais aimer. Donc en fait, je me posais pas de questions, je continuais. Donc j'ai rien fait de fou, mec. Je suis pas comme les gens qui ont commencé à vendre des t-shirts, vendre des baskets, ont fait des micro-business, avaient ça dans le sang. J'avais pas du tout ça dans le sang. En fait, c'est là que je veux en venir. J'avais pas du tout, mais pas du tout. J'avais jamais rien vendu à part un Action Man à la bourse aux jouets, tu vois. Mais ça s'arrête là en fait. Et encore, c'était ma mère, tu vois. Moi, j'ai pas la fibre du vendeur. Mes parents. On ne vient pas de ce monde-là, et c'est pas des entrepreneurs, rien du tout, il n'y a pas de vente, il n'y a rien du tout chez moi. Après, c'est peut-être aussi pour ça que tu as fait médecine. Parce que Bah ouais, pour j'ai le suivi coup, le médecine, il n'y a parcours, pas tu de, Nous, on il y a s'était pas d'aspect plutôt- business. Bah c'est ça, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a rien. Moi, mes parents, c'était faites les études les plus qualitatives que vous pouvez faire pour vous en sortir. Donc médecine, ça faisait sens. Bah voilà, donc j'ai mon grand frère qui a fait ingé nucléaire, il a Ouais. fait Polytech. Moi, ensuite, j'ai fait médecine. Mon petit frère a fait aussi ingé nucléaire et ma soeur est devenue architecte. Donc Ok. en fait, on a tous suivi parce que bah, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Donc Ouais. on a fait. Donc moi, j'ai fait sans me poser de questions, sans jamais rien faire d'autre. Et c'est 2018, il me restait un an de thèse. Et là, vie perso qui part en cacahuète totale parce que bah, en fait, ce qui tu veux, de 2015 à 2019, c'était mes 4 ans de thèse. Et en Ok. fait, j'ai signé pour le Centre spatial français et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, parce que j'ai rencontré un directeur de thèse qui était médecin de vol en aérospatial et qui m'a mis le pied à l'étrier. Et du coup, Alors je du suis coup, parti avant là-bas. qu'on arrive à 2018, parce que c'est quand même un truc de ouf, enfin genre on croise pas souvent des gens qui bossent à l'ESA, Ouais. donc tu as fait 5 ans de médecine à Angers, Ouais. après tu passes le fameux concours national. Moi, j'ai arrêté avant, si tu veux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 5e année, je fais mon stage, Ouais. truc classique, et en fait, je tombe sur. Il s'appelait Marc-Antoine, je me rappelle à l'époque, qui est mon mentor de cardio, qui lui était médecin de bord de vol parabolique et qui travaillait pour le CNES, le Centre d'études nationales spatiales. Alors, vol parabolique, c'est les vols où tu pars en Le avion. vol 0G, ouais. Tu fais des paraboles et en fait, Donc c'est vers Toulouse, tu voles. m'avais dit, je crois, c'est Non, ça? c'est à Mérignac, à Bordeaux. À Toulouse, Mérignac, c'est le pardon. CNES qui est à Toulouse, Ok. c'est le centre. Et les vols paraboliques, c'est à Mérignac. Donc tu prends l'avion, tu vas, je sais pas, à Tu 10 pars 000 mètres. soit au-dessus de l'Atlantique en général, tu fais ça au-dessus de l'Atlantique, ou alors quand il y a trop de vent, on va au-dessus de la Corse, à peu près le faire. Ok. Et en gros, tu montes, c'est un A380, hein, c'est vraiment un gros avion, un 0G. C'est juste c'est Y a un pas avion de- laboratoire. Il y a des sièges ou il y a pas de Non, siège? y a pas de siège. Rien. Vous êtes assis par terre Ils ont gardé 20 sièges derrière quand tu fais ton atterrissage-décollage. Et ensuite, après, c'est un gros laboratoire. Donc, tu t'imagines que la carlingue, elle est rembourrée de. Je sais même pas trop ce que c'est, un petit peu comme du polystyrène pour Ok. au cas où tu te cognes. Ok. C'est vide, tu as des rails. Et en fait, tu viens mettre tes racks de manip. Et tu fais à peu près une 35-36 paraboles, ce qu'on appelle de microgravité. Où là, en fait, tu planes, tu mets les gaz. Donc là, tu montes quasiment à 80 degrés d'inclinaison. Donc là, tu prends à peu près 2 G. Et en fait, au milieu de la montée, 2G, c'est assez violent quand même? Ou ça. c'est pas ultra violent sur le corps, mais par contre, ça te fait vite vomir.
Ok. Ça te fait très Parce que très, très je crois que vite c'était avec bouger. toi qu'on en avait discuté quand tu vas faire un manège. Tu vois, il y a marqué 4 ou 5G, mais tu Ouais, m'avais mais dit non, c'est des conneries. tu les as pas ou c'est du micro instantané, mais déjà 2G, tu sens que tes bras sont bien lourds. T'as intérêt de regarder devant toi parce que c'est le système autolytique dans l'oreille qui fait ça. Et tu vois, à chaque fois, on est au moins une cinquantaine à voler. T'as des journalistes, il y avait Jamy de C'est pas sorcier. On a Ah ouais très très souvent avec Jamy. Genre Jamy, et puis il est toujours avec une nana, j'ai oublié son nom. Mais verte, blanche, vomi. Et à chaque fois, tu vomis en fait à 2G en fait. Parce Ah ouais que, ouais, bah si tu bouges, ça brasse fort. Les vols paraboliques, tu remplis des Mais sacs. attends, mais les gens ils vomissent où? Parce que ça doit partir Bah, de t'as des partout. sacs. T'as des Ah, tu sacs, prends on te ton donne des sac sacs. En et fait, puis- déjà, quand tu montes là-bas, t'as une combinaison comme un astronaute, une grosse combinaison bleue, etc. Ok. C'est obligatoire. Et du coup, dedans, t'as des sacs, etc. Si jamais t'as besoin de sortir, sinon c'est un carnage. Et puis après, t'as une zone un peu vomi derrière, tu vois, où tu vas te rasseoir, mais tu passes un sale quart d'heure. Bah, déjà, tu fais pas un vol parabolique, à part pour les habitués, sans rien. C'est injection de scopolamine direct. Hein. Scopolamine. La scopolamine, en gros, c'est pour ne pas avoir le mal des transports, tu vois. Mais en D'accord. injectable. Moi, je sais qu'à chaque fois, c'était piqûre de scopo parce que sinon, tu peux être sûr que tu vas passer ça dure 3h30. Hein. Et est-ce que des civils, par exemple, moi j'ai envie de le faire, je peux le faire Tu ou... peux- À l'époque, quand je le faisais en 2017-2018, là, c'était 6 000 € le billet. Ok. Et tu pouvais partir avec une équipe scientifique en tant que touriste et tu faisais tes 35 paraboles. Et ça dure 2 Ça dure heures 3h30 à peu près. 3h30 Ouais. Ouais, tu fais une parabole, ça dure à peu près 30 secondes, le temps de monter, tu as 22 secondes d'apesanteur. Où là, quand il coupe les gaz, bah en fait, il continue sa parabole avec de l'élan. Donc en fait, c'est de la physique, mais tu Ouais. plus de facteur vitesse. Donc en fait, tu te mets à voler comme dans l'espace, tu vois. Mhm. Donc là, c'est cool. Ça dure 22 secondes. En fait, il perd son élan. C'est pour ça qu'il a fait une parabole. Après, bah, il commence à retomber l'avion. Il tombe. Et là, il rallume les gaz. Donc tu reprends 2G et ça dure à peu près 22 secondes pendant lesquelles tu planes. Et ça t'en fais 35 Et d'affilée. t'en fais 35 d'affilée. Donc si tu commences à vomir à la première, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Ouais, c'est ça. tu passes un sale quart d'heure pendant 3h30. T'en fais 35, c'est en général, t'en as 30 pour faire tes manips. On en fait une ou deux avant pour vérifier qu'on est bon. Et on en refait une ou deux de plus à chaque fois s'il y en a qui ont loupé un peu une ou deux manips. Mais en gros, t'amènes 30 patients, 30 souris de laboratoire, entre guillemets, et tu vas les tester sur les 30. Donc on fait 30-35. Et toi, t'en as fait beaucoup ça? Ça, j'en ai fait 2 sessions. Moi, j'ai fait 70 paraboles à peu près dans ma vie. Parce que Ok. c'est dur d'y accéder, il faut avoir des manips, ils savent surtout que t'en fais une tous les ans ou tous les 2 ans. Et finalement, je suis resté que 4 ans, donc j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup plus. Et tu me disais, C'est extraordinaire. t'as fait avec Jamy, mais t'as fait aussi avec Thomas Pesquet? Bah, Thomas Pesquet et le pilote. Donc lui, il était forcément là à chaque fois. Thomas Pesquet, il faut savoir que il est astronaute de l'ESA, du CNES. À la base, c'est un pilote chez Air France. Il était pilote d'avions commerciaux. Et c'est aussi maintenant le pilote du 0G. Il y a 3 pilotes quand tu fais du 0G. Ah, il y a que 3 pilotes en Ouais, il y en a France? que 3. Non, 3 dans l'avion. Ah, ok. Ouais, ils sont 3, mais c'est pas comme un avion de ligne où t'es 2 et encore il y a qu'un pilote et l'autre c'est le copilote et Ouais. encore tu fais rien. Ouais. Là, les 3, c'est XYZ, t'es obligé de prendre ton axe. Hein, parce que Attends. quand tu cabres. Hop, c'est... Ouais. Ouais. Ah putain, puis c'est la pub 20 secondes. mon gars. Ouais. Ouais, parfait. C'est good. Donc tu as X, Y, Z et en fait sur les 3 axes et tu as un pilote qui s'occupe de chaque axe et quand tu cabres il faut être là quoi. Donc tu as 3 mecs et un de ces pilotes. Mais alors, c'est du Thomas coup, l'avion, Pesquet, c'est pas le même. T'as chacun... Bah, la cabine est adaptée, ouais. Ok. La cabine est adaptée, ouais. Mais non, c'est extraordinaire comme sensation. Ah ouais? Extraordinaire. Ah, Si on a un billet à mettre, ça vaut le coup ah, mais de... ça les vaut 1000 fois, mec. Ah Je ouais? trouve ça extraordinaire. Tu te rends pas compte la sensation, t'es allongé par terre et dès qu'il tire, tu pars quoi. Tu pars, tu voles, tu peux faire des petites roulades, tu fais ce que tu veux. Et à un moment, il te prévient et tu te réfonds par terre. Et aucun équivalent à genre, je sais pas, la chute libre en parachute Non, ou... ça n'a pas d'équivalent. La pesanteur, déjà sur Terre, tu peux pas parce que même avec des systèmes de centrifugeuse, c'est très très dur à recréer sur Terre. Il n'y a que le vol parabolique et encore ça crée de la microgravité. Tu n'arrives pas à te mettre à 0 parce que tu as quand même l'attraction terrestre. Donc tu es à 0,1, 0,18. Ça t'empêche pas de planer. Mais non, c'est Sur la station orbitale, on dit... Ouais, l'ISS, Station l'I- Spatiale Internationale. Ouais. Sur l'ISS, ils sont à 0? Non. Non, parce que l'ISS c'est pas très haut en fait. L'ISS, on a toujours C'est l'impression 400 que kilomètres, c'est c'est ça 400 bornes. Ouais. C'est 400 km. Et en fait, à 400 km, tu as encore du champ d'attraction. Donc elle est pas totalement
hors de la gravité parce qu'en fait elle est en orbite. Donc si elle tourne en orbite, c'est qu'elle a quand même une gravité. Donc elle est mise sur un orbite, elle tourne à peu près à 28 000 km/h mais t'es pas 0,00. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'appelle de la micro, c'est quasi un équivalent. Je vais te poser une question pour un réel TikTok ou un réel Insta. On est allé sur la Lune ou pas pour toi alors? Ouais, je pense. Ouais, tu penses? Je pense quand même. Ouais. Je suis pas théorie du complot, mais ouais, je pense qu'on y a été. Ok. Et je pense qu'on y retournera, mais c'est vrai que c'est un gros challenge. Comment ça se fait qu'on met autant de temps, toi qui l'as vu un peu alors c'est différent, t'étais cardiologue, mais t'étais quand même de l'intérieur. On était beaucoup en réunion, parce que si tu veux, après des protocoles comme ça, on a fait aussi un protocole d'1 an en Allemagne, j'étais beaucoup dans les centres spatiaux, et si tu veux, c'est multi-équipe, donc tu as les pôles santé, mais tu as le pôle physique. Quand on fait, tu vois, par exemple, quand je faisais du vol parabolique, derrière moi, j'avais des gars qui envoyaient des flammes longues d'1 mètre de feu, tu vois, parce que justement, ils testaient la combustion en apesanteur. Okay. T'as du médicament, t'as de la physique quantique, de la physique du liquide, t'as de l'électrique, t'as tout, en fait, si tu veux. Donc, t'as plein de secteurs. Tu postules pour avoir ta manip. C'est pas qu'un avion santé, si tu veux. Okay. Donc, t'as peut-être 1 ou 2 équipes santé. Puis après, je te dis, je me rappellerai toujours, je voyais des flammes. Je lui dis, gars, j'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que franchement, on est en train de cabrer au-dessus de l'Atlantique. Et toi, tu m'envoies des flammes d'1 mètre. Et en fait, ils testaient la combustion de matériaux, tu vois. Mais donc, tu as plein de choses à faire. Donc, aujourd'hui, le défi, il est clairement humain et technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas laisser un homme dans l'espace in vita aeternam sans avoir des conséquences. On le voit. En principe, les séjours sur l'essai, c'est 6 mois. Nous, c'était ça le job. C'était préparer le gars d'un point de vue cardiovasculaire à aller faire ses 6 mois dans l'ISS. Donc toi, tu as préparé Thomas Pesquet, par exemple? C'est ça, Thomas Pesquet, on en a préparé 2 ou 3 autres, Samantha Cristoforetti, des choses comme ça. Et ensuite, surtout, on les récupère. Pas que des Français, du coup? Non, l'ESA, c'est européen. Du coup, en fait, tu as le corps d'astronautes qui est une quinzaine de personnes. Et dedans, tu as des Danois, tu as des Allemands, tu as un Français, tu as des Italiens comme Samantha. Et en fait, on travaille surtout avec eux beaucoup à la DLR, justement, en Allemagne, à Cologne. On a été beaucoup là. Et ensuite, on les récupère à l'arrivée. Et puis c'est là que tu fais la batterie de test et que tu commences à les rééduquer parce que voilà, tu reviens de 6 mois dans l'ISS, tu marches plus quoi. Je veux dire, t'as une atrophie musculaire qui est quand même très avancée. Même s'ils font beaucoup de sport Même s'ils font beaucoup de sport, je veux dire, même si tu fais 3-4 heures de sport par jour, en réalité, t'as la gravité sur toi 24/24 toute ta vie. Donc forcément, tu commences à te défaçonner, tu grandis parce que tu te détasses, etc. Donc c'est complètement différent. Donc il faut réhabituer. Tu prends combien de centimètres Ça dépend. Il y en a qui prennent jusqu'à 6-7 cm. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, parce qu'en fait, t'as les vertèbres qui se détassent, les coussins qui se détassent. En 6 mois? Bah ouais, c'est énorme. Et s'il restait, il prendra encore 2-3 ou non, ils sont déjà au maximum. Non, t'es pas extensible à l'infini, tu vois, mais tu te détends un peu, mais bah, tu te retasses, hein, je te rassure, quand tu reviens sur Terre, ça doit faire mal, non? Non, ça fait pas forcément mal, mais c'est vrai que c'est un peu inconfortable. Après, c'est plutôt des sensations, des nausées, c'est beaucoup dans l'oreille interne, on travaille beaucoup avec l'oreille interne, puis après c'est cardiovasculaire. Tes volumes d'éjection systolique, ta fréquence cardiaque n'est plus la même, le système ne marche pas pareil, donc il faut réhabituer les personnes. Et au final, le but, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent le mieux possible, en passant le plus de temps possible là-bas. Et au final, la Lune, c'est un peu comme Mars, tu vois. Pour aller sur Mars, c'est 2 ans aller-retour. Donc en fait, tu te dis, si tu fais 2 ans d'aller-retour pour y être 5 jours, c'est le défi. Parce que la Lune, c'est assez proche, non? La Lune, c'est beaucoup plus proche, ouais, c'est beaucoup plus proche. Mais il y a moins de choses à y faire, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Hein. Faut savoir aussi que les programmes spatiaux sont quand même vachement contrôlés par l'argent, surtout en Europe. Quand tu vois que la navette spatiale s'est arrêtée pour cause financière aux US aussi, au final, aujourd'hui, les USA partent avec Soyuz, avec la Russie. Hein. Donc aujourd'hui, on n'en voit plus d'Américains avec ce qui se passe avec la Russie. Donc t'as plus personne qui part avec Soyuz. Donc c'est très très compliqué d'accéder, mine de rien, au ciel. Et, ça coûte genre des dizaines de millions d'euros d'envoyer un astronaute sur l'ISS? Ah, évidemment, ouais. Ça coûte des millions et des millions. Rien qu'un démarrage, je veux dire, le lancement d'une fusée, c'est des milliards. Je veux dire, c'est monstrueux. Hein. Je veux dire, c'est un nombre de kérosène à la seconde. C'est des équipes, c'est des centaines et des centaines de personnes. C'est très compliqué. C'est du matériel de pointe quand même. Ça coûte extrêmement cher. La formation d'un astronaute coûte extrêmement cher. Hein. Tu t'es formé au moins pendant 8 ans avant de partir. Donc non, il y a un vrai défi d'un point de vue santé, puis d'un point de vue technologique. C'est trop long de mettre 1 an pour aller sur Mars. Pour de l'humain, tu vois, il faudrait aller beaucoup plus vite. Donc c'est des projets de fusées à réacteurs nucléaires, des choses comme ça. Au final, aujourd'hui, une fusée, c'est 28 000 km/h comme l'ISS. C'est trop lent. Ça peut paraître fou, mais en distance d'années-lumière, c'est beaucoup trop lent. Donc tu peux pas te permettre de partir pendant 2 ans et demi, c'est trop risqué, quoi. Ouais. Mais oui, je pense qu'on était sur la Lune. Ouais, tu penses qu'on est allé Ouais, je pense qu'on y était. On y était parce que c'était la guerre froide, donc en fait c'était la course au challenge. Ouais. Maintenant, est-ce que c'était vraiment prudent quand tu vois le nombre de navettes qu'on pétait, etc.
ça c'est une autre histoire. Ouais. Aujourd'hui, on pourrait le refaire de façon plus safe, mais aujourd'hui, tu n'as plus non plus les mêmes contrôles. Aujourd'hui, pour y aller, il faut vraiment passer tous les tests. Et comme tu dis, il n'y a pas d'intérêt à part faire la star Il y et a dire pas que tu es d'intérêt. allé sur la Il Lune. n'y a Quoi. sincèrement pas d'intérêt finalement. Donc, au final, on ne va pas dans l'espace pour jouer, tu vois. Je veux dire, il faut que c'est un intérêt. Donc, on y va pour du satellite, on y va pour de l'expérimentation, pour ramener des technologies, on teste des médicaments, on teste plein de choses, pour ramener une technologie sur Terre. Parce C'est que pas toi, seulement en tant pour que jouer, cardiologue, qu'est-ce que tu voyais? Alors, tu voyais sur le corps humain, mais tester des médicaments dans l'espace, enfin, moi, ça me semble c'était- hyper abstrait. Moi, je faisais pas, ouais. Mais ça sert à quoi? Tu te rends pas compte, tu as énormément de choses que même moi des fois je me dis mais ça sert à quoi? Mais tu as même des médicaments, des plans d'action qui ont été trouvés en microgravité parce que tu t'aperçois que ça se comporte pas pareil, etc. Plein de choses qui peuvent changer parce qu'en fait ta physiologie corporelle change, donc d'un point de vue Donc neurotransmetteur, etc., ça les change. astronautes testent des médicaments sur eux ou sur Non, des... souvent c'est sur des rats de laboratoire, tu fais aussi des expériences sur du végétal, enfin il y a plein de choses qui sont testées, des crèmes, etc. Tu testes plein de choses. C'est une grosse proportion de la mission d'un astronaute de Bah, de tester toute façon, des choses. La mission d'un astronaute, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on maintenant c'est quasiment obligatoire d'avoir un doctorat pour être astronaute, un doctorat qui plus est en recherche, parce qu'en fait tu vas là pour faire de la recherche, c'est juste que ton laboratoire il est dans le ciel, mais factuellement tu es un chercheur. Donc tu dois être chercheur et mécano quoi. Grosso modo, c'est ce qui remplit 98% du temps d'un astronaute, puis après c'est son sport perso quoi. Mais tu dois faire que ça, la maintenance du lieu, et ensuite c'est des expériences scientifiques quoi. Donc tu fais nous en tant que laboratoire et pas astronautes qui travaillons, l'idée c'est de valider des protocoles et ensuite eux vont le tester pour toi, chose que toi tu pourrais faire dans ton laboratoire. Mais en fait tu leur confies ton expérience, tu leur confies toute la manip, tu leur expliques, tu dis bah voilà tu seras mes mains là-haut et eux ne font que suivre des protocoles toute la journée, il faudra injecter ça et ils le font en fait tout simplement. Ok. C'est ça Ouais. leur mission. T'es pas obligé de répondre, mais je connais la réponse. Il est sympa, Thomas Pesquet? On peut couper. Il est sympa, j'aurais pas la prétention de juger, tu vois, je le connais pas assez personnellement. J'ai volé avec lui. Ton avis à toi? Mon avis perso, c'est je vais rester quand même assez sur la retenue. Il y a le Thomas Pesquet devant les caméras, puis il y a un Thomas Pesquet hors caméra, tu vois. Mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, quand tu as aussi cette pression médiatique, ces responsabilités, et que tu es sans arrêt sollicité, ouais, tu es peut-être un peu moins aimable quand t'as pas la caméra devant toi. Ok. Tu restes très soft. Je reste très soft, par respect. Et les autres astronautes, ils sont tous comme... D'ailleurs, la médiatisation, elle est forte sur Thomas Pesquet en France. Est-ce que dans les autres pays, tu parlais d'une italienne tout à l'heure, Ouais. elle est aussi forte Bah, dans leurs pays respectifs, oui, parce que ça reste quand même très, très symbolique. Un astronaute, il y en a quand même très peu dans le monde. Donc oui, après, nous, où c'était plus sympa, tu vois, c'est pas... et encore, je dis Thomas, mais je suis presque mauvaise langue, mais tu vois, c'est moins sympa quand justement tu fais du vol, que tu as l'équipe de C'est pas sorcier, que tu as l'équipe de France 2, où là, ouais, tu vois, que tu sens que c'est pas une atmosphère qui est cool. Par contre, quand on est tous ensemble au labo, en piscine, parce que souvent on faisait des plongeons en piscine à Cologne, parce qu'ils ont le Columbus, etc., ils ont des modules de l'ISS dans l'eau. Là, que tu es en interne, que tu personne, que tu es juste toi et ton équipe, là, c'est autre chose. Après, c'est comme tout, ça reste des humains. T'en as qui sont super cool, t'en as qui sont pas cool, t'en as qui te prennent de haut parce que c'est des astronautes, d'autres qui ne vont pas du tout te prendre de haut. Ça dépend des personnalités, quoi. Donc, tu as fait tes 5 ans de médecine. Là, tu vas pas passer le concours comme tout le monde. Tu vas faire un concours différent. Ouais. Qui est aussi sélectif que... C'est autre chose, si tu veux, en fait. Ce qui s'est passé, c'est donc j'ai rencontré mon directeur. Mon directeur de stage à l'époque, ça fait Marc-Antoine, qui travaillait pour le centre spatial. Et qui me dit, bah écoute, là on a un projet, j'ai 3 mois de stage, t'as 3 mois de stage avec moi, je le connaissais pas, hein. Il était chef de la néphro à Angers, et il me dit, bah viens, on va à Toulouse, on a une étude d'alitement, ce qu'on appelle, donc c'est des cobayes, pas du tout astronautes, hein, des cobayes humains, qui font le cobaye pour la science, pour de l'argent, tu vois, très clairement. On les met dans un lit incliné, la tête en bas, pendant 60 jours, et on voit ce que ça fait, parce que c'est un modèle, entre guillemets, qui réplique un petit peu les mêmes effets physiologiques que dans l'espace. 60 jours, t'as la tête à l'envers. Ouais, et tu sors pas jamais de ton lit, hein. Toilette, Et tu fais tout dans ton lit, douche, tout. Le but c'est de rester vraiment, en fait, le sang dans la tête, ce qui est l'équivalent, entre guillemets, de la microgravité, donc pas de tension musculaire, rien, donc tu t'atrophies. Et en fait, on leur fait une batterie de tests non-stop pendant 2 mois de suite, tu vois. Ils mangent à l'envers, ils font vraiment tout à l'envers. Mais des gars, il y avait des garagistes, il y avait des ingés, enfin vraiment des... Et ils prennent 5000 balles pour faire ça. Ouais, ils prennent pas des masses, hein. Ah ouais? Je crois que c'était 8000 balles les 2 mois, enfin ça fait 4000 € par mois pour faire ça.
Les gars, c'est lourd, hein. C'est test oculaire, biopsie musculaire, donc carottage dans la cuisse. C'est lourd, hein. Tu ressors avec des petites cicatrices à droite à gauche. La batterie de test, elle est violente, hein. Moi, pour 4000 €, j'ai jamais fait ça. Mais bon, t'as des personnes. Non, Ouais, puis c'est l'enfer d'avoir la tête à l'envers. C'est dingue, hein. Mais quand on a fait ça, quand on a fait cette manip aussi, on l'avait refait en Allemagne. Les gars, on a fait 6 mois de manip comme ça. Le pire, c'est que les gars, j'avais des ingés de super-héros et tout. Je me suis dit, mais pourquoi vous êtes là? Et en fait, j'avais la moitié des mecs qui étaient ultra chauds. En fait, ils étaient juste là pour mettre un pied à l'étrier dans le monde de l'aérospatial et côtoyer des astronautes. C'était même pas en fait la manip qui les intéressait, c'était de se dire, ok, maintenant je suis connu de l'ESA. T'imagines à quel point ils voulaient faire leur petite toile d'araignée pour rentrer dans l'écosystème, tu vois. Ah, c'était pour ça. Ouais, pas tous, mais t'en avais la moitié, c'était ça, tu vois. Tu te dis, c'est ouf quand même, ils sont prêts à tous les mecs. Parce que c'est un monde qui est très très sélectif, tu rentres pas dans. Ouais, je crois que Thomas Pesquet il disait qu'ils étaient 8000 au départ. Pour être astronaute, ouais, c'est très très compliqué. Mais même déjà pour travailler dans le truc, tu vois, vraiment être avec eux, parce que quand tu vas à la DLR, c'est l'Enviable, le bâtiment, c'est sous terre, c'est rétinien, enfin je veux dire, c'est anti-drone, tu peux rien capter, c'est extrêmement confidentiel. Tu rentres pas dans des bâtiments comme ça. Je veux dire, je m'en rappelle, tous les matins, il fallait que j'arrive un quart d'heure avant pour badger tout ce que j'avais à badger avant de rentrer sous terre. T'as pas de téléphone, t'as plus rien, tu vois. T'as vu des trucs de ouf? Des trucs de ouf d'un point de vue scientifique, ouais, il y a des belles expériences qui sont. Après, ça reste d'un point de vue scientifique. T'as pas vu de traces d'extraterrestres comme la non, zone j'ai 51? pas vu d'ovni, j'ai pas vu de capsule, je te rassure. Mais oui, ça, j'avais pas accès. T'en parlais des fois avec les astronautes de ce genre de truc ou... Ouais, on en parlait, mais bon, après, ils t'ont dit qu'ils avaient jamais rien vu non, et que... Jamais, ouais, non, jamais. Ok. Mais y a des trucs que t'as vu que tu peux pas dire? Aujourd'hui, je peux tout dire, je suis plus sous contrat, je m'en fiche. Mais ouais, j'ai vu de la maltraitance humaine violente, tu vois. Enfin, ah ouais? moi, je trouve que ces manip-là sont à la limite de la maltraitance, tu vois. Bah, le truc, c'est que t'es enfermé dans un laboratoire souterrain, et pourtant, Dieu sait que c'est pas la technologie de la France, tu vois. C'est vraiment un niveau très très au-dessus, tu vois, l'Allemagne. Et ben, tu vois, il y a l'hépatite qui a fini par traîner partout, parce qu'à un moment, bah, tu fais tes toilettes dans ton lit, tu fais tout, t'es clos, donc t'as l'hépatite. J'ai vu des trucs, c'est hardcore, tu vois, tu les nettoies pas tout de suite et tout, ouais, c'est chaud, tu vois. Franchement, psychologiquement, c'est très très chaud, les mecs, ce qu'ils encaissent pendant. Ah ouais? C'est des rats de laboratoire. Tu sens que les mecs sont là pour faire des articles scientifiques, ils sont là pour la science. Toi, t'es rien. Toi, t'as voulu faire le cobaye, tais-toi, t'es payé à la fin, tu prends ton cachet, parce qu'en Allemagne, ils prenaient pas 5000, ils prenaient 15 ou 20 000 balles. C'était ferme-la, quoi. Ferme-la, j'arrive, je t'explose la cuisse de moitié comme ça, alors que j'aurais pu faire une petite suture beaucoup plus petite pour faire un petit prélèvement de biopsie. Bon, les mecs, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mon gars. Et après ils te recousent et du coup ils te font des petits points de suture. Et juste pour 15 000 balles, t'as des cicatrices comme ça après à vie? Ah bah ouais, sur les cuisses souvent il y avait pas mal de petits carottages. Mais toi tu faisais quoi? Toi tu faisais aussi des expériences? C'était cardio, donc si tu veux c'était surtout cardio, donc c'était aussi tout ce qui était Doppler transcranien pour voir un petit peu la taille des vaisseaux. Après c'est ECG, c'est des petits exercices d'effort, etc. Donc c'est autre chose, c'est moins invasif. Okay. Mais après on leur faisait quand même aussi des petits tests électriques pour voir le nerf, donc ouais, tu leur plantes des aiguilles dans les nerfs des genoux, je m'en rappelle, pour essayer de voir les stimulations, si elles étaient ralenties, pas ralenties, enfin t'as pas mal de petits tests comme ça, qui piquent un peu, mais on va dire ça laisse pas trop de séquelles. Biopsie, ça laisse un peu de séquelles, tu vois. Ah ouais, c'est l'enfer ça. Après ils sont prévenus, entre guillemets, mais... Et ils le savaient avant de venir? Ils le savent, ils connaissent le protocole par cœur, tu vois, mais je trouve que malgré tout, tu pourrais les traiter quand même... différemment. Un peu mieux, tu vois. T'en avais qui se plaignaient, qui voulaient arrêter et on leur disait non, vous avez pas le droit? En plus, tu es coupé de ta famille, parce que c'est vraiment aussi la psychologie de l'espace. Donc, tu peux appeler ta famille genre que 30 minutes par jour, tu vois. Tu es vraiment coupé du monde, quoi. Personne vient te voir, il n'y a rien. Pour aussi avoir le côté psychologique qui va avec. Et tout le monde est dans la même salle ou chacun a sa salle? En fait, tu as un gros bâtiment et en fait, il y a des chambres comme à l'hôpital. Et en fait, ils sont comme dans les films, salle. en fait. Ouais, c'est ça. Comme dans les films, c'est des salles toutes blanches, là, avec les lits. C'est vraiment tout blanc. Bah, la salle, en fait. Ouais, c'est ça. C'est les salles toutes blanches, comme tu vois un peu dans Gravity. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est fait pour être clean, pour être le plus fonctionnel possible. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 mois, tu sens que t'as le vécu. Ça doit puer, ça doit... Des fois, ça sent. Ouais. Pourtant, c'est des systèmes de ventile, t'as tout, mais franchement, ouais. T'as la théorie, puis t'as la pratique. Et tu m'as pas répondu, il y en a, t'as entendu dire qu'ils voulaient partir et on leur a dit non, c'est pas possible? Non, parce que ça reste quand même, t'as les droits de l'homme quand même, tu vois. Okay. Donc non, tu peux signer une décharge, j'ai arrêté. On en a de toute façon fait arrêter parce que médicalement parlant, il fallait arrêter, tu vois. Donc on en avait perdu 3 en cours de route, je me rappelle, mais pour des raisons médicales. Mais sinon, non, les mecs ils tiennent. C'est pas assez long, entre guillemets, pour qu'ils craquent, tu vois. Ça durerait 6 mois, je dis pas. Là, c'est des alitements de 60 jours, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Bah, c'est énorme. C'est déjà pas mal.
Enfin, moi, la tête en bas 60 jours, je vois. Sans voir. T'es attaché, genre, et tu peux Non, pas t'es bouger. pas attaché, t'es dans ton lit, tu peux te mettre un peu, mais en fait, c'est un lit qui est incliné à 6 degrés. Et si, tu on te te penches, si tu te lèves, on dit tu Ah dégages. bah non, tu peux pas te lever, c'est interdit au protocole. Ouais. C'est strictement interdit. Tu te lèves, c'est fin du Mais du coup, protocole il y a pour des toi. mecs qui sécurisent, il y a des caméras partout. Bah, tout est filmé. Mais ouais. quand tu veux aller aux toilettes, tu fais comment? Bah là, ils coupent, il y a quand même du respect, tu vois. Ils sonnent comme à l'hôpital. Voilà, j'aimerais mon bassin en fonction de ce que tu as envie de faire. Et puis voilà, mais c'est comme à l'hôpital, tu vois. Mais donc là, tu te lèves. Bah non, tu T'as un fais trou tes dans le besoins truc. et tu fais tes besoins dans le lit incliné. Il faut surtout jamais que tu te désinclines en fait. Parce que dans l'espace, tu ne peux pas tout d'un coup ne pas subir la pesanteur. Ça viendrait tout casser en fait. Donc nous, d'un point de vue physiologie corporelle, le but c'est ce qu'on appelle c'est des modèles terrestres de la gravité. Donc le but c'est que quand tu commences le modèle, il faut rien qui vienne vraiment perturber le modèle. Attends, mais moi, C'est un effet cumulé dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout Ouais, du 30e jour, 40e jour, 50e jour, t'as tout qui commence à arriver encore plus, la décompression cardiaque, les atrophies musculaires, t'as tout. Donc il suffit que tu sois levé une journée et en fait la chute, tu vas refaire un pic et ça va tout casser, tu vois, d'un point de vue physiologique. Donc parce que t'as aussi les hormones qui s'effondrent, t'as la glycémie, t'as plein de choses qui changent, t'as l'intégralité de ton corps qui change. Donc il faut pas une seule embûche au règlement, sinon t'es sorti. Ouais. Mais attends, t'as le lit qui est incliné. Mais Décliné du coup, au moins si t'as la tête en bas. donc là, t'es comme ça, genre. C'est moins 6 degrés, après Ah, ok. c'est moins 6. C'est- Mais ça suffit pour. En fait, si tu veux, d'un Moins, point de moins vue 6 degrés, physiologique- ça fait quoi? Ça fait genre ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, ce qu'il faut, c'est un transfert liquidien. C'est ça, en fait. C'est la volémie qui est super importante. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir plus de sang dans la tête que dans les jambes. Parce que dans l'espace, tu as les jambes de poulet, ce qu'on appelle, donc les jambes toutes petites, t'as pas de sang. Et la majorité de ta volémie, elle est à partir de ton cœur jusqu'en haut. Donc le but, c'est de recréer ça. Donc, si tu veux, c'est comme une bouteille d'eau qui est moitié pleine. T'as pas besoin de la pencher à 50 degrés pour que l'eau s'écoule dans le bouchon. Déjà, tu enlèves. C'est comme des bateaux qui fait de l'IMO. C'est comme les évacuations, les pentes Bien d'écoulement. sûr, bien sûr. 1 ou 2 cm au mètre, ça Ouais. fait 2%. Ça suffit pour Ouais, que l'eau bien coule. sûr. bien Bah sûr. là, c'est pour ça, on les met à moins 6 pour simplement que tout ce qui est les liquides du corps humain, entre guillemets, descendent vers la partie supérieure pour provoquer les effets. Mais quand tu veux aller pisser, par exemple, enfin, moi, je m'imagine allongé, t'as pas le droit de lever la tête, du coup? Ah bah non, faut que tu restes. T'as juste ton petit oreiller. Ah oui, derrière, du coup, mais tu c'est te mets tout, de quoi. côté, genre. Tu te mets de côté. T'as le droit de te mettre de côté, mais tu dois garder ton inclinaison. Ah ouais, ça doit être ta l'enfer. déclinaison. Ah, c'est un cauchemar. Ouais. Et ça pendant 60 jours. Ah ouais. Ouais. En tout, ça durait 90 jours une manip. On les prend 15 jours avant dans le labo, où là, ils font leur vie normale. On fait tous les tests avant expérience. Ensuite, on les alite 60 jours. On en fait les tests pendant. Et ensuite, il reste 14 jours pour qu'on fasse les tests post-alitement. Ce qui fait 90 jours de Ouais, parce que même, j'imagine que quand t'es 60 jours comme ça, tu peux pas te lever comme ça d'un coup, Ah si? bah non, le relevé, Ouais. faut faire gaffe. Hein. Après, ils marchent, ils boitent un petit peu, certains en petits déambulateurs et tout, pendant la première 10 minutes, un quart d'heure. Après, ça revient, tu vois. Alors que l'ISS, des fois, tu marches pas pendant plusieurs temps, tu vois. Mais, Genre plusieurs semaines? Non, pas plusieurs semaines, plusieurs heures. Au pire, tu mets quelques jours à te réhabituer. Parce que c'est pas seulement musculaire, tu as aussi une perte un peu de tes sens, de tes repères, tu vois. C'est comme quand tu avais fait un manège qui t'a éclaté la tête, tu peux sortir un peu en titubant. Bah là, dis-toi que c'est ça, mais pendant 6 mois de suite, non-stop. Donc forcément, ça dérègle un peu ton oreille interne, ça dérègle tout, tu vois. On fait tout le temps des tests, ce qu'on appelle des verticales subjectives. C'est où tu fais un test où en fait tu t'envoies un laser, vraiment un laser rouge sur le mur et tu dis bah tu changes son inclinaison et tu dis bah, dis-moi stop quand tu le vois vraiment à l'horizontale, tu vois, ou à la verticale. En fait, les mecs ils te disent stop alors que le truc il est comme ça. Alors qu'ils le voient comme ça, bah, parce qu'en fait ils sont complètement perturbés. Donc tu perds ta notion de l'horizontale, de ta verticalité, tu perds plein de notions en fait. Et donc tout ça, ça met un petit peu de temps à arriver, quoi, tu vois. Ok. Mais Bon, ça fait plus d'effet qu'on peut le penser comme ça. T'es allé au Canada aussi, non? Ouais, on a fait Canada. J'ai travaillé beaucoup avec les Japonais du centre de Tokyo, beaucoup avec les Américains, forcément. Et puis, il y a des moyens différents vraiment aux États-Unis ou finalement on en fait tout un plat et ça change pas grand-chose? C'est comme l'Allemagne, je dirais. L'Allemagne, Ok. c'était déjà un très gros niveau. Allemagne, Pays-Bas, j'ai fait beaucoup les Pays-Bas aussi, à l'Estec, aux Pays-Bas. Au-dessus de la France? Ah oui, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai rarement vu en dessous la France. Bon? En termes de laboratoire scientifique. Ah ouais? Ah ouais. On est naze? Ça dépend ce que tu compares, c'est comme tout. Si tu te compares à des pays beaucoup moins développés, non. Oui, non mais sur les top 10 des pays dans le monde... Largement, mec. Ah mais on est à la rue. Les laboratoires français, j'en ai séché un paquet, on est complètement à la rue. Tu vas avoir... De toute façon, c'est pas dur en France, c'est soit tu vas dans du laboratoire privé, et là tu trouves de la pointe, puis si tu restes dans du public, c'est éclaté à 95%. Mais tu trouves... T'as beaucoup de brevets et de grosses inventions en France, toi? Bah souvent on dit qu'on sort les meilleurs ingénieurs, etc. Mais c'est tout quoi. Mais c'est tout. Sinon ça se sort à l'étranger, on met pas les moyens. On met vraiment pas les moyens dans la recherche.
Puis tu sais, c'est les pays qui l'assument. Quand tu vois le budget alloué à la défense et alloué à tout ce qui est aérospatial, technologique, militaire aux US et que tu regardes ce budget-là en France, c'est normal que tu ne sortes pas d'invention. Mais du parce que coup, les en autres Allemagne, il y a ont un gros budget alors. Ah ouais. Bah déjà tu vois que c'est pas le même principe. Nous, en France, c'est un secteur qui est public. Alors qu'en Allemagne, la DLR est sur la base militaire en fait. Déjà, La le DLR? côté militaire. La DLR, c'est le centre, c'est le nom comme nous CNES, tu vois. Ok. C'est le nom du centre spatial allemand. Il est sur la base militaire des avions de chasse, tu vois. Donc d'abord, tu passes devant tous les avions de chasse, c'est militarisé. Donc déjà, tu vois qu'eux, ils n'ont pas fait de différence. Il n'y a pas ce côté public, c'est la défense. Pour eux, la défense du ciel, c'est la même chose que la défense du pays, tu vois. Alors que nous, les militaires n'ont rien à voir avec le CNES. Donc quand tu vois le budget qu'on met pour l'armement ou la défense, tu l'as pas pour le côté spatial. Eux déjà c'est mixé, donc c'est complètement différent. Et tu sens que oui, il y a du budget, il y a de l'envie, il y a des moyens de mis. Parce qu'après on n'est pas plus bête qu'ailleurs. Mais à un moment on n'est pas naïf. L'argent fait un petit peu le monde et fait aussi les cerveaux. Si tu as des cerveaux mais que tu n'as pas de moyens financiers, tu peux rien faire. Donc c'est États-Unis, Allemagne et Japon. Japon, ils sont. Et Japon, c'est que c'est plus petit. C'est plus petit, c'est moins leur truc, tu vois, ils mettent moins. Mais oui, tu prends des pays même comme la Russie, etc. Russie, t'as fait? Ouais, Russie, j'ai fait, j'étais à la Star City, j'étais à Moscou, etc. Et c'est propre? C'est old school. Ah bon? Ah, c'est old school comme j'ai jamais vu. Mais comme c'est à l'image de Soyuz, hein. Je sais pas si tu vois un petit peu le lanceur Soyuz qui part et qui envoie les astronautes, ça, c'est guerre froide, quoi. Ah ouais? Ça a 40 piges. C'est hardcore. Et ils ont rien remis à jour. Mais qu'est-ce que ça fonctionne, mec. Ah ouais? Ah bah c'est robuste. C'est robuste, bah c'est du russe quoi, tu vois. C'est robuste, c'est fiable, il n'y a pas de branding, on s'en fout si c'est joli, pas joli. Ça tient la route. Aujourd'hui, le Soyuz, c'est la capsule la plus fiable qui envoie. À part maintenant, tu as Musk qui arrive avec ses capsules privatives, mais sinon... T'es allé à... C'est quoi, c'est Star... C'est la Star City à Moscou, ouais. Ok, donc Star City à Moscou et aux États-Unis J'y suis pas allé, avec Elon Musk, Non, qu'est-ce qu'il a fait? J'y suis jamais allé. C'était pas encore vraiment développé Non, quand t'as en quitté? plus, à mon époque, c'était pas développé, les capsules Dragon et tout, ça n'existait pas encore. Mais non, j'ai jamais été. Mais je pense que là, t'as du niveau qui doit être vraiment très intéressant. Mais Ouais, Russie, ça fonctionne, quoi. Et t'as fait des pays genre Pakistan, enfin je sais même Non. pas si... Non, tu t'es... Non, j'ai jamais été sur les lanceurs. T'es jamais allé sur un... Jamais sur une plateforme de lancement. C'est un de mes rêves, j'irai un jour en tant que touriste maintenant, mais parce que tu peux, mais jamais pour une équipe, non. Bah non, là c'est vraiment très très sélectif et t'envoies plus l'équipe médicale. Vous êtes combien en équipe médicale sur l'ESA Je saurais même pas te dire en fait, parce que si tu Genre veux... vous êtes 20 ou vous êtes 500? Non, on n'est pas 500, ça servira à rien factuellement. Je veux dire, il n'y a rien à gérer au quotidien. Donc, ils ont un pool de quelques personnes pour vraiment gérer au plus proche. Après, si tu veux, c'est plutôt des laboratoires extérieurs qui ont des partenaires, si tu veux. Donc, c'est pour ça que moi, je suis parti d'Angers. Après, j'étais à Caen. C'était un partenaire qui était à Caen. Et si tu veux, on est laboratoire avec l'étiquette CNES. Donc, quand on a besoin de nous, on est sollicité, mais c'est plutôt sous forme de prestataire. Si tu veux, tu ne travailles pas à l'année pour eux, parce que finalement... Ah, donc toi, en fait, tu travaillais pour un laboratoire? Je travaille pour un laboratoire qui est financé par l'ESA. Ok. J'avais ma fiche de paye de l'ESA quand même, si tu veux, Ok. mi-ESA, mi-l'université de Caen, Basse-Normandie. Et en fait, c'est des laboratoires partenaires que l'ESA finance, où toute l'année, on fait des manips aérospatiales chez nous, dans notre laboratoire. Et quand on a besoin de venir dans l'endroit, parce qu'on a besoin des piscines, etc., on vient sur place parce qu'on est partenaire. Mais tu restes pas travailler à l'année à l'ESA, tu vois. Il y a des creux où... Avec des tests sur les humains à ce moment-là aussi? Ouais, bah même dans nos laboratoires, nous déjà on fait des tests humains ou des tests après, ça peut être des tests sur les animaux s'il faut, mais en principe on fait quasiment que de l'humain en aérospatial. J'ai quasiment jamais travaillé sur des animaux moi, mais tu le fais dans tes laboratoires respectifs. Ils ont une quinzaine de laboratoires en Europe qui sont affiliés. Et aujourd'hui, quand on fait des tests sur les humains, on est à un tel niveau de protection que au pire ils ont une cicatrice, ou t'as des gens qui ont chopé des vrais trucs et... Non, parce qu'aujourd'hui, tu as des réglementations, tu as les agences nationales de sécurité, tu as plein de choses à faire. Entre le moment où tu vas déposer un dossier pour demander à faire telle ou telle expérience, tu vas avoir ton retour 1 ou 2 ans après, et tu as intérêt que ça soit rentré dans les clous. Et plus ton cobaye, entre guillemets, se rapproche de l'humain jusqu'à l'humain, bah, tu as un niveau de sélectivité qui est extrêmement difficile, évidemment. Mais non, oui, tu as une protection quand même. Donc finalement, ce qui leur arrivait de pire, c'était d'avoir des grosses cicatrices. C'était ça, ou... c'est tout. Et ils Ok. le savaient, entre guillemets, si je puis dire. C'est juste que, tu vois, je compare ça à la chirurgie esthétique. Quand tu payes avec ton argent, la chirurgie esthétique, tu n'aurais jamais fait le travail que j'ai vu, tu vois. C'est dans ça que je disais tout à l'heure,
je trouve que le respect humain, il est quand même très limite, tu vois. C'est pas des animaux, ok, ils ont signé, mais tu pourrais quand même t'appliquer un peu, tu vois. Je dis, toi, tu vas à Dubaï ou tu vas en Turquie, tu te fais faire une chirurgie esthétique comme ça, jamais on te fait ce boulot-là, tu vois. Mais parce que tu as mis ton cachet, et là, tu mets pas ton cachet, c'est les mieux qui te payent, bah, c'est ferme-la, t'es cobaye, tu vois, et on fait pas attention, tu vois. Ça me dérange un peu, la mentalité. Ok, donc t'as fait 5 ans là-bas. Du coup, t'as fait ta thèse. Du coup, j'ai passé ma thèse là-dessus. En fait, ce qui s'est passé pour en revenir à l'histoire, donc je pars avec mon directeur de thèse qui me dit viens, j'ai une manip là-bas. Je travaille là-bas comme un dingue au centre spatial du coup à Toulouse. Et là, la directrice de la santé au CNES me dit bah écoute, moi j'ai un contrat de 4 ans. Je te finance pendant 4 ans avec le CNES et l'ESA si tu viens travailler pour nous et que tu fais ta thèse en cardio sur l'aérospatial. Et là, j'ai eu le choix et du coup, je lui ai dit bah vas-y, ok, j'arrête le parcours. Mais aujourd'hui, t'es diplômé cardiologue ? Est-ce que tu pourrais exercer ? Non, je peux pas exploiter. Je peux pas aujourd'hui. Je pourrais pas ouvrir un cabinet de cardiologie et me dire ok, je prends des patients. Parce que moi, j'ai switché de parcours. Aujourd'hui, je suis plutôt cardiologue dans la recherche parce que j'ai fini. Donc, t'es plutôt chercheur. Ouais, chercheur en cardiologie. Ouais, c'est ça. On peut appeler ça comme donc, ça. Tu pourrais plutôt être prof à l'université. J'ai été prof. J'ai fait 2 ans comme prof à l'université de Caen. Aussi, j'enseignais l'anatomie et la cardio du coup à l'université de Caen de Basse-Normandie. J'ai fait ça pendant 2 ans en parallèle où j'étais maître de conf. Et puis voilà. Mais du coup, j'ai switché comme ça et ça a été un choix de vie et je regrette pas, tu vois. C'est quoi les rémunérations à peu près quand on est comme ça responsable on fait de la recherche en cardiologie ? Bah pour le CNES ça dépend mais 5-6K. Ok. Ouais, donc t'es nettement moins payé qu'un cardiologue. Non, c'est pareil un cardiologue. Ah ouais ? Bah ça je croyais que cardiologue t'étais payé 20-25 000 par mois. Ça dépend si t'es cardiologue au CHU ou pas, ça dépend si t'es en privé, ça dépend si tu fais tes propres consultes, ça dépend si t'as ça dépend de tellement de choses. La médecine, oui, ça peut aller de 5 000 balles si t'es embauché au CHU et que tu fais rien de plus à 20-25 000 balles par mois si tu fais des choses intéressantes, tu vois. C'est comme un dermato, c'est comme toutes ces choses-là. Un radiologue, oui, ça va toucher beaucoup plus. T'as terminé ta thèse ? Et ensuite, t'es parti. T'as arrêté tout de suite après ou t'as travaillé pendant 1 ou 2 ans post-thèse ? Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé. Donc tu termines en 2018 la thèse ? 2019. Décembre 2019. Ok. Et 2018, justement, j'arrive en ma dernière thèse. J'avais fini tous mes voyages à l'étranger. Donc ça me coûte mon couple. À ce moment-là, ça me coupe tout parce que j'étais pas là. Hein. J'ai commencé en août 2015. Alors que t'avais une relation longue ? J'avais une relation longue, ouais, très longue même. Et si tu veux, août 2015, on m'appelle en mode bon bah écoute Steven, normalement la thèse ça commence en octobre 2015, mais là en fait la manip à Cologne elle commence en août. Le gars m'appelle le 1er août, ça a commencé le 15 août, il m'a dit bah viens voir rapidement les laboratoires à Caen parce que je sortais d'Angers, je connaissais pas Caen. Mais je te préviens, dans 10 jours, t'as intérêt d'être opérationnel, je pars en Allemagne, quoi. Donc les gars m'ont payé pendant 3 mois au black parce que la fac et l'ESA m'ont payé au black pendant 3 mois parce que en fait j'avais pas mon contrat officiel qui commençait parce qu'un contrat de test en octobre, je me rappellerai toujours. Et c'était tellement des cordonniers les plus mal chaussés, quoi. C'est ça, et puis tellement des crevards que en fait ils voulaient me payer au black mais en me payant quand même comme pas le net, tu vois, pas le brut, ils voulaient me payer le net, tu vois, au black. Je leur ai dit mais les gars, vous êtes des fous en fait. Donc ça va, j'avais réussi à le négocier. Et du coup, je suis parti en août 2015 et je suis revenu qu'un an après déjà quasiment. J'ai fait ma première année en Allemagne. Et puis après, je te dis, tu voyages partout, t'es jamais là. Après, je te passe les détails, mais t'es en congrès tout le temps pour présenter tes manips à la communauté scientifique, etc. Bah ouais, tout le temps. Genre, t'as été à Angers 20 jours dans l'année ? Ah j'étais déjà c'était Caen, du coup j'étais plus à Angers, c'était à Caen. Et pendant 4 ans, j'ai pas eu de logement. Je vivais en Airbnb quand je rentrais parce que j'étais quasiment jamais là. J'ai jamais eu un logement à Caen. Et t'es logé sur place à chaque fois que tu vas à chaque fois je rentrais, c'était pour quelques semaines, au pire 1 ou 2 mois. Et puis du coup j'allais pas me prendre un appart pour si peu. Donc en fait je vivais avec ma bagnole, ma valise et j'ai vécu ça pendant quasiment 4 ans, mec. Et à chaque fois tu bougeais. Et puis je repartais parce que là il y avait un événement là on repartait pour une manip, fallait que j'aille ici, fallait que j'aille là. Mais du coup t'as donné des conférences devant plusieurs centaines de chercheurs. Ouais, ça j'ai fait souvent, du coup j'ai dû en faire une dizaine. On a sorti des articles scientifiques, etc. Donc si on tape ton nom, on tombe. Tu vas tomber. Et Steven de Abreu, c'est vraiment ton nom de famille. Steven de Abreu, ouais. Ok. Et tu vas voir qu'on a sorti 6-8 beaux articles scientifiques dans des très belles revues sur justement nos manips aérospatiales. Ok. Et donc non, pas de logement, tu bouges partout et puis voilà, donc c'était une vie de fou parce que moi je débutais, en plus moi qui est un peu aventurier et tout, c'était trop cool, donc tu vois j'ai kiffé. Mais oui, factuellement ça m'a coûté mon couple, etc. Et pour en revenir justement à cette transition avec l'investissement immobilier, cela t'imagines bien que dans ce que je te raconte, il n'y a pas d'immobilier, il n'y a rien du tout, je suis même pas locataire, je suis plus rien. Et justement 2018. Finalement, t'as quand même tes premiers amours avec la location courte durée puisque tu loues des logements. Je suis consommé Airbnb, mais j'étais consommateur d'Airbnb. J'ai jamais autant séché le truc, tu vois. Et du coup, 2018,
ça y est, mes manips sont à peu près finis, mes expériences, je bouge plus. C'est plutôt les 6-8 derniers mois, c'est retour, écriture de la thèse, passage du diplôme et tout. Donc là, il y a beaucoup de travail. Mais c'est chiant à faire ou... C'est chiant. Ah ouais. Bon, t'écris un pavé de 200 pages comme ça sur la pure cardio, c'est hardcore. Tu le présentes devant tout ta jury, tu le présentes devant tout le monde, c'est chiant, tu vois. C'est que des heures de bureau et tout, c'est vraiment chiant. Ouais. Mais tu vois, je sortais de 3 ans et demi où je faisais 5h, 23h tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Du lundi au dimanche. Ah bah ouais, la manip scientifique, tous les matins à 5h, en fait, fallait prendre, avant le petit-déj des patients, fallait prendre leur glycémie, parce que ça change et tout. Donc en fait, il n'y a pas de 5h, 6h, on s'en fout, samedi, dimanche, la manip, c'est tous les jours qu'elle est testée. Et tous les jours, Tous les t'allais jours. samedi, dimanche, 5h, 23h. Tous les jours. Et en plus, j'ai débarqué en 2015 là-bas. C'est aussi ça qui a fait... C'est pour ça que je ne regrette pas. Parce qu'on me dit, mais maintenant, comment tu arrives à faire tout ce que tu fais ? Comment tu arrives à avoir une vie avec tout ce que tu fais ? Comment... Mais j'ai traversé l'enfer, mec. J'ai traversé tellement l'enfer qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est zéro, mon gars. J'ai des moments durs, évidemment, mais je suis débarqué là-bas, j'avais 24 ans. Ouais. Je parlais quasiment pas anglais. Tu débarques là-bas, première semaine, donc on est mi-août 2015, mon directeur me présente et tout, donc tu débarques en Allemagne, tu as la communauté scientifique, tu as les astronautes, tu as des noms de fous. Autant te dire qu'on parle anglais. Je parle quasi pas un mot d'anglais comme un branleur de l'université, tu vois, voilà, t'es pas bilingue, loin de là. Et au bout d'une semaine, mon directeur m'a dit bah voilà, maintenant on t'a pris un peu ton pied, je t'ai présenté aux équipes. Bah, le directeur cardio, c'est toi, moi je dois rentrer à Caen, j'ai mes patients, j'ai ma vie, quoi. Donc en fait, tu es le référent. Ah, t'es directeur cardio directement. T'es le référent, parce que directeur, j'ai pas le titre du directeur, mais du moins je suis le référent. Parce Sur que place, mon directeur, c'était toi il est le pas plus là. qualifié. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le lundi matin à 8h, quand il y a la conf avec le directeur de la DLR et tout pour faire le bilan de la semaine, mon gars, il faut ouvrir la bouche. Et tu vas pas l'ouvrir en anglais. C'est pas Père Castor, je te le garantis. Je peux te dire que là, il faut être solide. C'est pas tant le contenu qui est difficile, c'est toujours un peu impressionnant, t'as toujours des questions qui te sortent un peu de ta zone de confort, mais c'est surtout que tu dois le faire dans une langue étrangère. Et j'ai pas le niveau que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc, bah en fait, t'es comme ça, tu dors plus de la nuit, tu dis mais en fait lundi je suis mort, t'as un niveau de stress qui éclate le plafond, tu dis franchement je suis mort. T'es en expérience scientifique, tu dois l'expliquer à ton patient, à ton cobaye entre guillemets. Qu'est-ce que ça va se passer ? Tu dois le rassurer. En fait, tu dois avoir le rôle du mais praticien, tu vois. Tu parles à peine la langue, quoi. Et je parle très très peu. Les mecs, limite, les cobayes allemands parlaient mieux que moi l'anglais, tu vois. Et c'est quand même toi qui a la blouse blanche et toi qui es censé un peu les rassurer. Des fois, en plus, ils sont, bah, tu vois bien, c'est du patient, donc ils sont anxieux, etc. Ce qui est logique. Je devais exercer mon job à quoi j'ai été formé dans une langue que je parlais pas beaucoup. Donc en fait, je bossais comme un dingue et en fait, j'apprenais l'anglais la nuit, tu vois. Ah ouais. C'est pour ça que tu terminais à 23h, tu faisais 21h, 23h. Et à chaque pause, je travaillais, je rentrais chez moi à 22h jusqu'à minuit, 1h, jusqu'à temps que je tombe j'ai travaillé l'anglais en fait. Je travaillais parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort en fait. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Parce qu'ils te l'ont dit au départ que tu étais dans les choux au niveau. Ils l'ont bien vu, tu vois. Ils le disent pas, mais bon, à un moment, bah, tu vois bien que c'est trop limité. Donc, tu vois, tu commences à te faire écarter du groupe. On te donne de moins en moins la parole. Ta parole, elle vaut de moins en moins de poids aussi, parce que forcément, bah, discuter avec toi, c'est très limité. Donc, en plus, c'est des conversations qui sont assez techniques. Donc, quand tu peux pas les suivre, bah, tu sens que tu es en train de te faire sortir, tu vois. Donc, c'est pas jouable. Donc, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas le choix. Donc, je travaille tout le temps. Ça a été l'enfer. L'enfer pendant cette année-là, mais pas le choix. Pas le choix. Et après, tu as travaillé un peu moins parce que tu maîtrisais l'anglais. Après, ça a été mieux, tu vois, c'était mieux. Et puis au fur et à mesure, bah forcément, t'as tous les réflexes qui viennent, t'as le jargon qui vient. Et puis là, c'est moins pire qu'au début. C'était pire que PACES, genre ? C'était pas pareil. C'était pas une question, c'était pas le travail, parce que là, t'apprends pas des cours, t'apprends pas des connaissances, tu vois. Mais c'était la charge mentale, en fait. C'était la charge mentale. C'était vraiment de la responsabilité et de se dire, en fait, t'as pas le choix. Demain, tu dois ouvrir ta bouche pour parler, tu vois. C'est même pas ce que j'allais dire qui était dur. Parce que ça, je savais, c'était mon quotidien, c'était ce que je faisais. Donc, présenter ce qu'on avait fait toute la semaine en manip, ce que ça avait donné, c'était pas compliqué en soi. Mais fallait pouvoir t'exprimer, fallait pouvoir rebondir aux questions, et ça c'était chaud, tu vois, pour moi. Donc non, j'ai vraiment vécu l'enfer psychologique, et puis voilà, donc j'ai fait ça, et dernière année, donc je te dis 6 derniers mois, je rédige ma thèse, et là du coup j'ai un petit peu plus de temps, parce que j'avais tellement bossé que en fait ça me libérait du temps, et c'est là que tu vois que j'avais déjà un peu ce côté là, c'était de me dire ok, bon bah je rédige ma thèse, 6-7 heures par jour, qu'est-ce que je fous le reste du temps en fait. Ça c'est pas fini une journée, même 7-8 heures au labo, après qu'est-ce que je fous, tu vois. J'étais tout seul, j'avais plus de meufs, j'avais plus rien, enfin je veux dire j'avais rien à faire. Et je me suis dit mais factuellement, gars t'as 28 piges, parce que 10 ans d'études, 18 le bac, ça j'ai 28 piges, j'ai pas de logement, je suis même pas locataire, je suis rien, j'ai une bagnole, j'avais une Opel Corsa à l'époque,
et puis ma valise dedans. Et je me suis dit, mais j'ai quand même malgré tout bientôt 30 ans, tu vois. Donc le bon gros Tanguy, tu vois, vraiment, je me suis dit, mais là, en fait, ok, j'avais l'excuse des études, mais maintenant, c'est fini dans 6 mois, il faut peut-être que je me bouge, tu vois. Et je me dis, bon, bah voilà, je traîne sur YouTube, machin. Je parlais même pas d'immobilier, tu vois. Je savais même pas que ça existait, tu vois. Et puis je tombe dessus par c'est le hasard. Ah, mais pur hasard. Pur hasard. Moi, T'es je tombé connais sur même pas qui un investisseur. Je suis tombé sur Van Gaen à l'époque. Ok. Sur YouTube, donc on est en 2018. Et puis le lendemain, j'ai un petit coup de fil de mon conseiller bancaire qui vient se présenter, qui me dit voilà, on a changé de conseiller, votre conseiller est parti à la retraite, c'est moi, est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez des choses comme ça, et vous avez des projets immobiliers que vous voulez qu'on regarde ensemble? Je dis, mais non, qu'est-ce que tu me racontes, j'ai pas de projet immo, de quoi tu me parles, tu sais, j'ai jamais entendu ce mot-là. Donc je dis non, il n'y a pas de souci, ok, bah s'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. Donc moi je raccroche en mode. Et là je raccroche et je me rappelle, je parle à un pote et je dis mais en fait gros, je crois qu'il va falloir que j'achète de l'immobilier. Je savais même pas que ça existait, je savais pas comment tu faisais, je savais même pas concrètement. T'avais juste regardé 3-4 vidéos sur YouTube. Et du coup, c'est là que je vais à creuser une vidéo. Je regarde le truc. Je commence à voir comment ça fonctionne. Je commence à voir des vidéos. J'entends pour la première fois de ma vie le mot rentier. Je commence à entendre des mots comme cash flow, comme rentabilité. Je me dis, mais en fait, attends. Moi, j'avais en tête, quand j'ai entendu le mot IMO, j'achète un appart, je fous quelqu'un dedans, il me paye mon appart, puis dans 25 ans, j'aurai un appartement et je suis cool, tu vois. Et je me suis dit, avec ça, déjà, je suis le roi du pétrole. Et après, je me suis dit, mais en fait, attends, j'ai l'impression qu'il existe autre chose, en fait. J'ai l'impression qu'on peut même générer de l'argent. C'est pas seulement à l'équilibre, on peut se faire de l'argent. Il y en a même qui commencent à envie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et mec, j'ai creusé comme un dingue pendant ces dernières années de thèse. Et tellement comme un dingue qu'à un moment, je me dis, ok, il me reste quelques mois avant de soutenir. Donc là, à cette époque, je suis du coup en contrat doctoral, ce qu'ils appellent. C'est ni CDI ni CDD, c'est un contrat de thèse. Je gagne 1400 balles par mois parce que t'es étudiant, donc ils te filent que dalle. Et là, je me dis, mais en fait, c'est bon. J'ai séché 30 livres en 6 mois, mec. J'ai pris une formation, j'ai séché des vidéos, mais genre, je dormais pour ça, tu vois. Ça a remplacé mon rythme de l'anglais, mais en mode IMO, tu vois. Et là, je me dis, mais en fait, ça y est, je me sens prêt. Il me reste quelques mois à tenir avant ma thèse, potentiellement trouver un travail pour le CDI. Mais j'avais déjà vu des gens qui l'avaient fait sans CDI, qui avaient réussi en partant de rien, tu vois, des Raphaël Carteni, des choses comme ça. Et je me suis qui dit, avait fait médecine en plus. Ouais, exactement. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais attendre? Peut-être que je peux déjà aller choper un premier. En fait, j'ai plus de temps à perdre. J'ai assez perdu de temps. Et là, je commence mes visites. Mec, comme un branleur, tu vois. Vraiment, je me dis, alors là, mon entourage. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es à quelques mois de soutenir ta thèse, t'as pas autre chose à faire. Puis t'es étudiant, je veux dire, t'as un contrat à 1400 balles, qui va te prêter 200 000 euros pour faire un projet IMO? Enfin, je veux dire, c'était l'extraterrestre qui débarquait en mode, mais c'est quoi ta nouvelle lubie? C'est ridicule, tu vois. Je visite un immeuble, 2 immeubles. Et puis finalement, je finis par trouver l'immeuble qui me va, tu vois, 5 appartes, 225 000 euros. Je me dis, putain, il faut que je l'aie. Donc j'amène mon père avec moi à l'époque, il visite pour me faire plaisir, mais il me dit ouais bon bah, pourquoi pas, tu vois, parce que moi j'y connaissais que dalle en travaux, c'est pas manuel, tu vois, j'ai fait 10 ans de médecine, moi le tournevis ça me parlait pas, tu vois, pas du tout quoi. C'est pour ça quand les gens me disent mais attends tu fais beaucoup de travaux toi-même, j'en fais pas mal. Ouais mais au début je savais même pas ce que c'était une scie sauteuse, tu vois. Ça s'apprend en fait, tout s'apprend, il suffit de travailler, passer du temps. Et du coup je me dis bah vas-y il est bon, je signe le compromis. Et je dis bah on va aller voir la banque. Mais ça en quelques mois, quelques semaines. En quelques mois, ça m'a pris 2 mois et j'avais trouvé, tu vois. Et puis bah là, je pars à la banque. Je me rappelle, on était au mois d'août-septembre, tu vois. 2019, du coup. 2019. Il me restait 3 mois avant de soutenir ma thèse, tu vois. Et là, je pars à l'assaut des banques, je suis en première banque. Ben non, mais vous êtes étudiant, enfin, réveille-toi, enfin, t'es étudiant, non, t'auras pas ton prêt. J'en fais une. Alors que moi, j'étais au Crédit Agricole, tu vois. Et ma banque de famille, je me suis dit, bah, je vais les voir, c'est comme normal, comme un petit pigeon, comme tout le monde, tu vois. Je m'étais formé, donc j'avais quand même fait un bon dossier, j'avais quand même travaillé sur le projet et tout. Et il me disait bah non, mais non en fait c'est pas possible. En plus t'as 10 000 balles de côté, enfin tu vois t'as que dalle. Tu sais, je suis un jeune qui a été faire que des études. Je veux dire, j'ai pas de parents pour m'aider, j'ai pas grand chose sur mon livret, tu vois. J'avais acheté ma Après bagnole, t'avais quand même tes études qui allaient témoigner d'un salaire postérieur. Voilà, c'est ça. Mais je peux te dire que ça marchait pas. Hein. Ah ouais. Donc je fais ça marche pas. J'en fais 2, j'en fais 5, j'en fais 7, j'en fais 8, j'en fais 12. Tout le monde me dit non. Tu vois, tout le monde même discours. Bah mais revenez dans 3 mois dès que vous avez fini vos études et que vous trouvez votre poste de médecin ou de chercheur, c'est bon. Là on vous finance. Toi tu voulais maintenant toi. Mais moi c'est ce que je lui ai dit. Je suis enfin, je sais ce que je disais aux banques, merci, mais moi ce que je veux c'est que vous me fassiez confiance maintenant, parce que c'est sûr que quand j'aurai signé un CDI dans là, bah, je m'en doute que vous allez tous m'ouvrir les portes, donc j'ai pas besoin de faire ça, tu vois. Moi je fais c'est maintenant. Personne n'a voulu me suivre, jusqu'à temps que j'aille à la BNP Paribas à l'époque. À BNP en plus. BNP Paribas. Pas ceux qui financent le plus, qui m'a moi. suivi. Ah bah non, parce qu'ils m'ont plus jamais suivi, je te le dis. Ils ont vu qu'à la première opération j'avais quitté mon job et que du coup j'étais devenu rentier, ils m'ont dit ah non, finance plus les rentiers, ils m'ont jamais suivi. Mais du coup la nana à l'époque, la directrice me dit bah ok, moi je vais vous suivre.
Je vais vous dire pourquoi. Et ça, si tu me demandes tout à l'heure une anecdote qui m'a peut-être le plus marqué, et ça, je la raconte souvent quand on me demande, c'est une des phrases qui m'a le plus choqué, mais au final, ça reflète la réalité du système. Elle m'a dit, t'aurais été apprenti boulanger, jamais je te prêtais. Mais je sais ce que tu vas devenir dans 3 mois. On a des clients comme ça dans le portefeuille, je sais ce que tu vas gagner. Apprenti boulanger, elle m'a dit cette phrase. Apprenti boulanger, jamais je te prête. T'imagines, toi la discrimination, entre guillemets, voilà, pas dire au faciès, mais au CV, tu vois. La situation sociale, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle m'a prêté. Et j'ai acheté mon premier immeuble. J'avais toujours pas soutenu ma thèse. Et je me rappelle 2 mois avant, je commençais un peu les démols, mais en même temps, je rédigeais mon truc de thèse. Puis après, j'ai soutenu. 19 décembre 2019, je me rappellerai toujours. Et donc là, t'as ta famille, t'as tes amis. À 19h19. T'as le jury. Non, c'était le début d'après-midi. Et donc, t'as tout le monde. T'as la directrice du CNES qui a quand même mis un beau billet sur toi pour te former parce qu'elle a pour idée de te recruter après, tu vois. Et donc, tu passes ta thèse. Hop, j'obtiens les félicitations du jury. J'étais hyper fier, tu vois. Et là, tu finis par les petites discussions avant d'aller au cocktail et tout. C'est en mode. Tu veux faire quoi, Steven? Du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour toi? Alors, c'est-à-dire? Et là, je sais pas, franchement, c'est le premier jour de ma vie où je porte, mais tu vois ce que je veux tu dire. leur as dit la vérité? Et je balance la vérité devant tout le monde. Et je dis, écoutez, j'arrête tout, je me laisse 5 ans, je vois ce que je peux faire en investissement, en entrepreneuriat. Maintenant que j'ai le diplôme en poche, je pourrais avoir ce potentiel plan B s'il faut. Mais en fait, non, j'ai déjà acheté mon premier immeuble. Je commence déjà à avoir la fibre qui me touche. Elle a dû se décomposer, non? Ouais, tu sais combien j'ai mis d'euros sur toi pendant 4 ans pour te payer ta formation, entre guillemets, ta thèse, etc. Je dis, je suis désolé, mais je dois penser à ma gueule, tu vois. C'est la première fois que j'ai été égoïste envers moi-même, tu vois, et heureusement, en fait, c'est ma vie. Et ce jour-là, en fait, j'ai pris un engagement tellement public. J'ai foncé, mec. Le 20 décembre. Du coup, là, on est toujours pas aux 5 ans, là. Il te reste encore 4 mois. Quelques mois, ouais. Pour décider. Ça, c'est intéressant, ça remarque, parce qu'on me le dit souvent. Je fais non, c'est pour ça aussi que je sors toujours pas d'argent, je fais rien, je suis toujours en croissance. Et du coup, le 20 décembre, je pose les valises chez mes parents, 28 ans. Quoi. Je rentre chez moi dans ma région, j'ai plus nulle part où vivre. Donc t'as pas cherché de taf? Ah non, j'ai pas cherché de taf, mec. Ah ben non, parce que j'avais un immeuble, j'avais 150 000 euros de travaux dans les 220 mètres que j'ai levés. Au début, tu connais, je faisais beaucoup moi-même, j'ai posé cuisine, j'ai fait les démols, j'ai fait les sols. J'étais là-bas non-stop, mec. Non-stop. Et j'ai pas le choix, en fait. Donc j'ai fait que ça. 28 piges, alors que ça faisait des années que j'étais autonome, je suis revenu chez mes darons. Là, t'étais plus avec ton ex? Non, je suis tout seul. Donc ouais, 28 ans, je rentre chez mes parents dès le lendemain parce que plus d'hébergement et puis fallait que je réduise au maximum toutes mes charges parce que du coup j'avais plus d'entrée d'argent parce que mon immeuble full travaux, 1 an de travaux, donc plus de rentrée, plus rien du tout, période. Tu vivais de quoi? J'y vivais pas, c'était mes parents qui me payaient tout quoi. Ouais. Je vivais de rien, enfin j'avais mon chômage parce que j'avais quand même cotisé mes 2 ans de chômage, mais j'avais t'avais 1000 balles de chômage. J'avais 981 €, enfin tu vois à l'époque c'était comme ça. Ouais. Donc j'avais 1000 balles de chômage quoi, qui me payaient au final mes petits plaisirs perso parce qu'en fait j'étais logé, nourri gratuitement par mes parents et je suis resté 14-16 mois chez mes parents. Ok. C'est beaucoup hein. Ouais. À 28 ans, ça a été dur. Ouais, je me rends pas compte, mais ouais, c'est dur. À 28 ans, j'ai toujours eu des apparts, j'ai toujours eu mon autonomie, j'ai toujours vécu en couple. Je venais de passer 14 ans avec une nana, donc dur. Ça a été la descente aux enfers. Psychologiquement, la fin. T'as eu un moment donné, tu t'es dit, vas-y, j'arrête l'IMO, je repars en cardio ou non? Non, jamais. Okay. Jamais. Franchement, depuis le jour où j'ai fait ce choix, je l'ai jamais regretté une seule seconde. Mais juste, par contre, tu te tuais à la tâche, genre pour la réno, pour tout ce que tu faisais, parce que tu voulais que ça marche. Je voulais que ça marche, je voulais que ça sorte le plus vite possible. Après, c'est bien, on a réussi en 11 mois à rénover un immeuble entier de 5 apparts de 250 mètres carrés, tu vois. C'est toi qui as fait la plus grosse. Alors, tout ce qui était les grosses œuvres, électricité, plomberie, isolation, plaquage, les toitures, les fenêtres, ça, non, c'était des pros. Mais moi, j'ai fait quand même tout ce qui est peinture, parquet, les sols, j'ai posé les 5 cuisines. Enfin, tu vois, ça fait quand même beaucoup. Les 5 salles de bain, c'est tout moi et mon père, tu vois. Ok. Ouais, donc ça a été dur, il a fallu bosser, mais non, ça l'a fait. Moi j'ai remonté la pente, parce que je te dis c'était hardcore, tu vois. Je m'étais fait tromper de tous les bouts dans ma dernière relation. À 14 ans de relation, j'étais plus là depuis quasiment 4 ans. Autant dire que ça s'est mal terminé, tu vois. Donc moi j'étais naïf en plus à l'époque, tu vois. Donc j'ai vraiment pris la claque de ma vie, tu vois, vraiment. Quelques jours avant la thèse, je me fais larguer, donc je dois soutenir une thèse dans cet état-là et tout. C'est chaud, franchement, c'est très, c'était très quelques jours avant la thèse? Ouais, c'était quelques jours avant la thèse. Ouais. Parce que tu lui avais dit que tu voulais faire de l'IMO ou... Non, ça veut même pas rapport, mais c'est que je l'ai pris la main dans le sac, tu vois. Donc... tu l'as chopé en train de te tromper, enfin genre téléphone c'est exactement ça, ouais.
Donc voilà, ça m'est tombé dessus là. Donc fin d'année 2019, catastrophique. Début d'année 2020, je remonte. Et tu J'essaie de penses remonter la qu'elle... pente, ça a pris un an. Enfin, c'est peut-être indiscret, et dans ce cas-là, mais tu penses qu'elle t'a trompé tout le long de ta relation ou Non, j'ai uniquement... appris que j'étais quand même déjà depuis 6 mois, un an quand même. On est sur une double vie, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, on est sur une double vie, ouais. Elle avait déjà l'appart en commun, elle avait déjà tout. C'est juste que voilà, garder dans son ancien appart, enfin c'était. Ah, il y avait un appart en commun avec un autre Ouais, mec. ouais. Donc dur, tu vois. Donc ouais, tu prends une claque, quoi. Surtout quand t'es naïf, t'as jamais trop d'expérience là-dedans, donc Toi, dur. t'avais été clean du Moi, début j'étais à la fin. nickel, tu vois. Moi, je bossais comme un taré. Je veux dire, moi, c'était nickel, tu vois. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Au final, je regrette pas parce que ça a été la plus grosse leçon, tu vois. J'ai coulé, j'ai perdu 25 kilos. J'ai tellement touché le fond que c'est ce qui m'a perdu de revenir, tu vois. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, pas du tout entreprenant, aucune ambition, aucun objectif de vie. Je suivais pour suivre, tu vois. J'avais fait 10 ans d'études, je savais même pas trop pourquoi. J'étais là parce que je savais pas quoi faire de ma vie, tu vois. Et j'ai toujours ma deuxième naissance, elle est ce jour-là, mon gars. Et je suis revenu en mode machine de guerre. J'ai dit, tout ce que j'étais, en fait, j'en veux plus, tu vois. Et mais T'as pourtant, des faut gens qui toucher t'ont le dit... fond. Et du coup, t'as des gens aujourd'hui qui te disent t'as changé, Steven, ou Ouais, pas? tout le monde, tous mes Ah ouais? entourages. Quand j'ai revu mes potes, etc., ils m'ont dit, mais t'es plus le même. T'es Et plus le même. positif ou... Positif, ouais, super positif, mais pas en mode juste par rapport à l'argent ou la réussite dans l'IMO, parce qu'à l'époque, en plus, c'était pas vraiment le cas. J'avais un pauvre immeuble qui me rapportait pas de loyer parce qu'il était en travaux. Donc c'était même pas, ça avait même pas un lien financier, tu vois. C'était vraiment en mode, mais qui es-tu, tu vois. Je veux dire, c'était plus pareil. C'est là que j'ai commencé mes premiers réseaux. Je me suis dit, je vais documenter, etc. Ouais, parce Et que t'avais puis, pas Insta, t'avais rien à ce j'avais moment-là. rien, j'avais rien, je faisais que bosser, j'avais même pas Facebook. Donc c'est te dire qu'à l'époque, j'avais jamais eu Facebook. Et puis j'ai fait ça, je suis rentré chez parents, donc j'ai sombré pendant un an, je te dis 14-16 mois à peu près, tu vois, un peu moins d'un an et demi. J'ai même pris un coach en psychologie pour m'aider à remonter la pente. Je Ah pensais ouais. pas. Ouais, j'ai été très très loin. Coach en psychologie, c'est un psychologue ou c'est... Bah non, c'était un coach que j'avais pris en ligne qui aidait à remonter après des ruptures amoureuses, etc. Qui était aussi dans la reconquête parce que tu sais, t'es un peu dans la naïveté, tu vois. Limite, t'as qu'une envie, c'est de tenter ta reconquête, tu vois. Et au final, tu t'aperçois que le job de ce mec, c'est pas de t'aider à la reconquérir, c'est de t'aider à comprendre qu'il faut surtout pas la reconquérir, tu vois. Et que en fait, c'est tout le cheminement. Ah, toi, tu vois. voulais Ah, mais récupérer... bien sûr, je voulais, tu vois, un peu comme tous les naïfs, tu vois, t'étais là en mode, mais non, c'était la femme de ma vie, machin, etc. Tu veux la récupérer, mais en fait, c'est pas du tout une chose à faire, tu vois. Mais tu t'en rends pas compte au début, tu te fais prendre par la douleur et tout ce qui pourrait l'arrêter, bah ça serait bien, tu vois. Donc tu serais prêt à pardonner tout, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'étais comme ça. Et non, j'ai remonté la pente, ça m'a pris un peu plus d'un an. Et puis voilà, j'ai fini mon Donc premier là, ta vie, immeuble. c'était boulot, tu rénovais un immeuble, tu C'est ça, cherchais j'étais des chez mes parents, opérations... etc. Après, Tes voilà, parents, ils ont pas été relous sur cette période-là, ils ont été compréhensifs parce que non, j'ai pas à me plaindre, franchement. t'es censé devenir cardiologue Ça a pour les toujours été un arts peu et... dur, tu vois. Surtout que ce qui se passe, c'est que donc je tiens ma thèse en décembre 2019, j'avais déjà mon IMO, je commence à refaire ce premier immeuble. Et là, en mars 2020, donc 3 mois après, donc mon premier immeuble n'est toujours pas fini d'être rénové. Il est sorti en août 2020, donc il est sorti un an après. Et du coup, j'ai l'agent immobilier avec lequel j'ai acheté mon premier bien. Où tu vois, c'est là que je me dis avec le recul, j'avais déjà, tu vois, le mindset et l'ambition qui avait commencé à me piquer parce que je m'étais présenté au gars. J'avais jamais fait d'IMO. Dire ouais, ben en tout cas, si vous me retrouvez, moi j'investis massivement, etc. Donc vous m'appelez. Alors qu'en fait, avec moi, c'était le premier que j'achetais, tu vois. Mais je savais que j'en voulais d'autres, tu vois. Ouais. J'avais pas eu peur de commencer par un immeuble. Moi, petit, ça c'est une perte de temps, tu vois. Ouais. J'ai pas cette mentalité-là, tu vois. Et donc le gars me rappelle en mars en me disant bah, j'ai rentré un bien en off là qui est super intéressant. Il y a 300 mètres carrés d'immeuble, il y a 17 garages qui vont avec, c'est mes fameux 17 garages. Le truc il est énorme, ça peut te faire, tu peux faire 5-6 apparts plus 17 garages, tu peux avoir 22-23 loyers qui tombent, tu vois. Et je dis ok, je viens de m'endetter 225 000, j'ai pris 19 refus, tu vois. J'avais 10 cas d'apport, je les ai plus. Et maintenant je suis au chômage, tu vois. Je suis chez ma mère. Donc je me suis dit, le gars il me présente un truc, ça coûtait tout fini, c'était 380 000 euros, tu vois. Ok. Et je me suis dit, En campagne angevine, j'imagine? Ouais, pareil, par là. Et là je me dis, bon, je dis bah ok, j'arrive le visiter, je le visite, je dis ok, bah je l'achète. Et là je me suis dit mais comment je vais l'acheter, tu vois, c'est un moment ton mental c'est bien mais c'est pas les bisounours la banque, tu vois. Et donc là je me dis ok, il faut que je sois malin, tu vois, c'est bosser dur oui, mais bosser dur comme un con ça va pas marcher, tu vois. Donc là ça sert à rien que je bosse dur en faisant 50 banques, je vais prendre 50 refus, là il y a plus de magie. Et donc là j'appelle mon petit frère qui finissait son école d'ingé, il a fini Polytech et qui venait de se faire embaucher alors 15 jours, donc il était en période d'essai. Et je lui dis toi tu viens de te faire embaucher,
t'es en CDI? Il me fait bah non, je suis encore en période d'essai. Je fais c'est pas grave, j'ai besoin de toi, ça te dit pas de t'associer avec moi. Et donc il me dit bah écoute, pourquoi pas. Il avait commencé à voir mon premier, alors il tournait pas, mais il dit oh c'est cool, t'es propriétaire d'un bâtiment, c'est sympa, tu vois. Et il me dit bah vas-y, on le fait ensemble à 50-50 en nom propre, en division. Et du coup on part là-dedans et on prend des refus plein la tête et le Crédit Agricole nous suit, tu vois. Ok. Donc on lève le deuxième, alors que moi j'étais au chômage, lui venait de se faire embaucher il y a 15 jours, il gagnait 1900 balles par mois en plus, enfin pas le dire, il avait 23 ans, enfin tu vois, c'était n'importe quoi. Et on était en 2020, donc c'était la belle époque entre guillemets Ouais, des c'est prêts, ce que tu j'allais vois. dire, c'était une autre période aussi, mais... On met pas d'apport, de toute façon on en avait plus. Et puis on s'est fait financer ça, donc pareil, on repart rebelote pour un an, donc après j'ai l'été, j'ai mon Et premier tout ça, qui- tu les as mis en location courte durée aujourd'hui, tous ces Aujourd'hui, appartements. tout tourne, ouais, tout tourne. Et puis c'est Donc comme ça t'avais que ça pas de commence. stratégie initiale de location courte durée, pour autant en les Non, passant au aujourd'hui. début j'ai tout fait, si tu veux. On a mis du meublé classique, j'ai jamais fait de nuit, on a mis du meublé. Ensuite j'ai fait de la coloc là-haut, j'ai fait de l'Erasmus, on a fait du bail mobilité. Où après je commençais à récupérer 9 mois l'année et je récupérais pour Airbnb l'été. Et en fait c'est au fur et à mesure du temps, on s'est dit non mais en fait la stratégie de ce que j'appelle la triade en fait de la rentabilité, c'est quoi? C'est on met un immeuble. Ensuite, on fait des travaux, deuxième pilier parce que tu n'as pas d'impôt, et ensuite on met un LCD. Si tu fais ces 3 piliers à chaque fois, mais en fait, c'est cash machine, quoi. Je veux dire, premier immeuble, il a fini, il me rapportait 3000 net pour moi, tu vois, vraiment de cash flow. Je faisais à peu près En location courte durée 500, ouais, après, en versus location longue durée où t'avais combien, tu te souviens? T'étais Non, autofinancé, tu location faisais courte durée, 500 balles. Allez, je faisais 300 balles, quoi. Tu vois, un truc Ouais. comme ça, je sais plus précisément, mais tu te faisais quelques centaines d'euros, tu connais, tu vois, sur un Ouais. petit immeuble. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc, Mais ils sont vraiment mis nowhere où il y a quand même une attraction touristique ou quelque chose de... non, ils sont dans une ville de 30 000 habitants, qui est pas, il n'y a pas de fac. Et la première fac, c'est à Angers, justement, c'est Ok. l'université. Il y a 40 minutes de route. Mais voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Saumur Ouais, c'est pas très loin. Ouais. Et ça fonctionne très bien, tu vois. Donc, et puis sur des appartements qui sont standards aussi, tu vois. Pas Ok. que de la typique. À l'époque, je connaissais pas la typique, tu vois. Et Quand est-ce que t'as switché vers la typique? on a switché en atypique en fin 2022, début 2023 avec l'arrivée des troglodytes, justement. 2022. Fin 2022, début Ouais, 2023. on achète. Mais en fait, si tu veux, l'aventure. Donc c'est le hasard, la C'est troglodyte. le pur hasard en fait. On achète, donc ensuite on fait ce deuxième fameux projet là à 380 000 avec mon frère. On l'obtient, donc on se lance dans les rénaux, on commence à se piquer au truc. Mon frère se pique au truc, il commence à chercher, donc après on en rachète un troisième, on rachète un quatrième immeuble, tu vois, on enchaîne les immeubles. Et à un moment il cherche et il me dit tiens regarde, j'ai vu ça, une grotte. Jamais on avait pensé, je savais même pas que ça existait à la vente, tu vois. Je suis comme beaucoup de personnes qui me disent mais tu trouves ça où parce qu'il n'y a pas ça sur internet. Bah Ah si, ouais, je l'ai bah, trouvé sur le bon coin. moi le premier, je savais même Ouais, pas. mais moi le plus je le savais pas, tu vois. Ouais. Pourtant j'avais déjà 4 immeubles, je savais même pas qu'il y avait ça, tu vois. Et il me dit tu penses qu'il y aurait moyen de faire un truc? Je dis bah écoute je vais voir. Et là j'arrive dans le truc, c'est une grotte verte, noire, il y a de la terre par terre, enfin c'est Faut se projeter. ouais, faut se projeter, c'est hardcore. C'est là que tu me dis j'aurais peut-être pas eu les coronesses d'y aller en premier, mais maintenant que j'avais un peu d'expérience, que j'avais déjà fait pas mal de rénaux, on avait déjà fait au moins 600 000 euros de réno, j'avais quand même vu des gros travaux, tu vois. Et je vois le truc, je me dis mais attends, si là je ferme, si là je refais ça, mais ça peut être dinguerie mec, ça peut être vraiment incroyable. Et donc là je le montre à mes parents en rentrant, qui croyaient un petit peu plus en moi maintenant que j'avais fait quelques immeubles, même si les deux premiers immeubles, je me rappellerai toujours mon père un jour qui me dit en voiture, on rentrait du deuxième immeuble, il me dit bon bah c'est bon, t'en as deux, t'es content, t'as fini ta lubie, tu vas peut-être retourner dans la vraie vie au taf. J'ai dit non mais tu te rends pas compte, elle est là la vraie vie. Là je roule en 205, mais elle est là la vraie vie, la vraie argent, tu vois. Et puis maintenant voilà, ils voient ce que ça donne. Tu roulais en 205? C'est J'ai marrant, acheté moi une aussi, 200, ouais, moi aussi j'ai eu une 205. Je roule et j'ai acheté une 205 exprès pour faire ma voiture de chantier qui est devenue Ok. un peu la bagnole, tu vois, et Ok. qui au moins tu es sûr que Pas d'airbag, rien, pas de y a direction rien du tout. assistée. J'ai arraché les sièges arrière pour avoir plus de place, elle a même plus de siège arrière, il y a rien du tout, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu Elle vois. était quelle couleur? Elle est blanche, mais je l'ai toujours. Ah, tu l'as C'est toujours? toujours ma voiture de chantier, je l'ai encore utilisée le week-end dernier. Tu sais que ça prend de la valeur, ça, à C'est moitié. Hein. incroyable, je l'ai payé 1800 balles, je suis sûr que je la revends le double. Ouais, franchement, Ah bah ouais. je me souviens, j'avais retiré le pommeau de direction, enfin pour le levier de vitesse, De vitesse, j'avais mis ouais. une balle de golf. Une petite Ah, tu vois, 205. moi il s'arrache aussi, je le remets, mais franchement ça roule. Je m'étais fait arrêter sur la voie rapide à 138 km/h avec Ça la roule 205. Ils m'ont dit faites attention monsieur quand même. Ouais, au cas où, il n'y a pas de protection. Non, mais c'est le feu, c'est bagnole, c'est le feu, tu mets tout dedans, ça roule bien, tu veux faire de la mécanique, c'est grave, tu peux tout faire toi-même, c'est Ouais, facile. Tu vois. ouais. Donc non, on a fait ça comme ça, et puis je te dis. Bah, T'as fait ta petite maison enfin ta petite. je Parce que du visite coup, ça. si on valorise aujourd'hui, elle t'est revenue à 205 000, 210 000. Ouais, 210 000, on va dire. Si on la valorise en pur produit financier, aujourd'hui tu la revends à 13-14% de rendement en location courte durée et elle part certainement assez rapidement, même 15% pour arrondir. Ouais, c'est ça, au prix de vente. Ça veut dire que sur du 110 000, elle vaut entre, allez, calcul à la louche, entre 800 000 et 1 million d'euros aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on peut la revendre. Il y a 160 mètres carrés, il y a une suite
une suite de 90 mètres et une suite de 65 mètres. Donc ouais, tu dois être à 160 mètres à la louche. Ouais. Je pense que c'est un produit qu'on pourra revendre 450 000, 500 000, je pense. Pas plus? Pas plus. Ah bon? Je pense pas. À moins que on fasse, et c'est ce qu'on va faire, je pense. Là, je parle d'un point de vue patrimonial pur, Ouais. mais nous, c'est pas comme ça qu'on va la vendre pour aller chercher plus. C'est-à-dire qu'on va vendre le fonds de commerce avec. Oui, c'est ça. On va vendre Et les là, tu calendriers valorises, c'est ce que je Airbnb, disais et tout à là, l'heure. tu vas avoir une valorisation à la Bah oui, rentabilité. si t'as 2-3 ans. Ouais, où je parlais tous les d'un ans, point de t'es- vue patrimonial. Donc Ah, non, après, non. ça va valoir parce que le gars, quand il va la racheter, il va récupérer. Il peut-être, récupère le 200 chiffre 000, d'affaires. Il va C'est du récupérer business. 200 000 de réservations qui vont arriver. Quoi. C'est Parce du qu'on a business. déjà des réservations pour l'été 2025. Tu vois. Ah ouais, là, t'as déjà ouvert le calendrier Ouais, 2025. on ouvre toujours un an avant et j'ai déjà le mois de juillet 2025 qui a déjà 4-5 dates de prise. Tu vois. C'est incroyable. Ouais. Bah ouais, Des gens parce qui que- reviennent ou... Des gens qui reviennent ou des gens qui ont juste réservé pour juillet 2025. Comme ça. Parce Et que- là, du coup, avec les commentaires, t'en as de plus en plus. Et donc Ah là, bah les là, annonces, on a passé en tout, on a un peu plus de 6000 commentaires, je crois, sur la plateforme. Mais non. Ah bah ouais. Ah, tout cumulé, Tout pas que cumulé, sur la tout cumulé, troglodyte. pas sur les troglodytes. Les troglodytes, on les a lancés depuis un an et je crois qu'on arrive à 180 commentaires, un truc comme ça, Ok. à peu près. Et on a 4,98. Ah ouais. Donc en plus, les gens sont pas déçus, quoi. Ah bah non. Mais c'est là, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est là que je suis tombé dans l'atypique et que j'ai vu la puissance de l'atypique. En fait, avant, j'étais en mode, voici la puissance de la Et location en plus, courte pour le durée. reste, le risque, entre guillemets, location courte durée, tu te feras pas toucher, t'es au milieu de nulle Oh part, bah ouais, ils s'en oh bah foutent, ouais, j'ai aucun l'État problème. va pas réglementer, a priori, ces Non. lieux-là. Non, puis ça, après, c'est pour ça un autre débat, les réglementations, mais de toute façon, ça fera jamais sauter ce que tu as. Au pire, tu peux en avoir moins dans certaines villes, tu peux peut-être plus en faire que un ou Ouais, deux, ouais. mais en soi, ça deviendra jamais puis, impossible d'en faire. Je Toi, tu vas, a priori, ta stratégie, c'est pas tant d'aller dans les centres-villes, finalement. pense. Non, ça m'intéresse pas d'aller centre-ville. En fait, où ça m'intéresse pas, c'est d'aller dans des prix au mètre carré qui sont très élevés. Parce que moi, je fais pas de patrimonial aujourd'hui, je fais de la rentabilité. Donc après, j'aime bien quand même avoir une petite plus-value à la sortie, parce que c'est important quand même. Donc Et une liquidité du produit. je me mets jamais, tu vois, moi dans les villes où j'investis, c'est 25 000, 30 000 habitants. Je vais pas dans un village de 800 habitants, ça m'intéresse pas parce que ça reste de l'immobilier, c'est pas très liquide. Et te sortir un produit à 400 000 euros dans un village de 1500, je connais des personnes, je connais même des formateurs qui l'ont fait, tu t'en mords les doigts. Parce que ça- derrière, c'est pas liquide. Hein. C'est Donc, plus difficile à vendre, ouais, voilà, c'est c'est ça. Donc moi, j'aime pas partir là-dessus, donc j'aime bien. Ouais. Donc non, moi j'évite de descendre dans des villes qui sont vraiment trop petites parce que t'as pas de liquidité à la sortie, tu vois. Donc j'évite. Donc produit de rentabilité, maintenant c'est pas du produit patrimonial, c'est pas des produits que je vais léguer à mes enfants, c'est pas des produits que je vais mettre en plein centre de Bordeaux. Pour moi, il y a pas de renta, tu vois. Il y a pas de renta et ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, je comprends. Ok, bon, bah, intéressant. J'ai 3 questions pour terminer. Dis-moi. La première, c'est quoi ton unfair advantage selon toi aujourd'hui? Ce qui fait que tu te différencies et ce sur quoi tu appuies pour être le meilleur. Je pense que c'est ma capacité à encaisser du boulot, tu vois. Ouais. Ma capacité à encaisser du boulot, et je dirais que je le corrèle à faut y aller pour me faire peur, tu vois. Tu vois, les trogos, ça m'a pas fait peur, tu vois. Où beaucoup de gens pensent, waouh, c'est chaud. Moi, je trouve que c'est pas si chaud que ça, tu vois. C'est un challenge, je prends tout pour un challenge. Donc, un challenge, c'est fait pour être relevé, sinon, c'est pas un challenge, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, tu vois. Tout est faisable dans la vie, tout, mec. Tout. Intéressant, Mhm. intéressant. C'est la première fois qu'on me le sort celui-là, tu vois, en unfair advantage. Ah ouais. Ouais. je Bah après, pense que c'est ça. tous les matins, tu te lèves, t'enchaînes tous les jours, t'arrives à bosser, t'as pas besoin de pause, t'as pas. Je suis pas une machine, je suis comme tout le monde, des fois, j'ai Ouais. pas envie. J'ai pas envie. Maintenant, oui, je travaille tous les jours. Maintenant, il y a des jours où je travaille moins que d'autres. Et puis après, c'est différent parce que je sais mes entreprises. Donc, il y a des journées. Ouais, j'ai pas envie de créer du contenu, j'ai pas envie de travailler sur des choses qui sont vraiment très très focus, tu vois. Donc je vais plutôt manager les équipes, faire des petites réunions, aller sur mes chantiers, faire des suivis. Pour moi, c'est même pas vraiment du boulot, tu vois. Vraiment le boulot aujourd'hui, pour moi, en tout cas dans ma vie actuelle, ça va être créer du contenu, manager mes équipes, c'est vraiment ça le plus haut. Remettre à jour mes formations, ça me demande vraiment du focus, tu vois. Vraiment, ça tape. Après, le reste, aller visiter. Faire un podcast. Voilà, faire un podcast, c'est pas du boulot, tu Ouais, vois, je c'est suis du plaisir, d'accord. tu vois. Ouais. Genre là, avant-hier, j'étais justement sur mon nouveau projet de troglodyte, toute la journée à faire passer mes équipes. Ouais, on pourrait faire ci, ça. J'ai regardé l'heure, il était 18h, j'avais rien vu passer, tu vois. C'est pas du boulot, donc. Ouais, puis il y a la projection du projet, il y a c'est la hyper projection, excitant. Et puis il y a un truc qui est game changer, c'est que tu le fais pour toi, quoi. Parce que souvent on me dit, mais pourquoi t'as arrêté des études, un boulot si excitant? Je fais certes, c'était excitant. Alors déjà, c'est la partie visible de l'iceberg, l'excitation, parce qu'après c'est tu lis, tu regardes les études scientifiques, tu passes ton temps à travailler dans un bureau, donc c'est pas excitant du tout. Et mais en fait tu diriges rien, tu fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Si t'as envie d'être précurseur d'un truc, mais en fait t'es bridé parce que lui il va pas vouloir, là t'auras pas l'autorisation de lui, là t'auras pas le financement. En fait t'es pieds et poings liés en fait. Et je crois que c'est ce qui m'a fait arriver à la saturation de ce monde en disant mais en fait c'est quand que je pourrais être libre de faire ce que je veux en fait.
Même si c'est pas pour moi, là j'ai envie de faire cette manip, j'ai envie de faire ce test-là. En fait, je peux pas le faire parce que vous voulez pas, parce que lui, il a pas la machine, parce que sinon ça demande 10 000 balles et vous pouvez pas aller les chercher. Et en fait, constamment, je vivais dans la frustration. Et ce qui m'a fait basculer là-dedans et qui fait que je prends un plaisir fou tous les jours, c'est que je sais que si je peux pas faire un truc, c'est juste à cause de mon mental, tu vois. Donc, si je veux le faire, je peux en vouloir à personne d'autre. C'est pas de la faute, c'est à moi en fait. Si je veux faire un projet 1 million et que je le fais pas, c'est juste parce que je suis pas assez évolué ou ma stratégie, mon mindset n'est pas assez bon pour être en capacité de le faire. Mais je suis le seul responsable. Personne n'est responsable à ma place, tu vois. Si je prends un projet, c'est parce que c'est moi qui l'ai mal travaillé et c'est tout en fait. Et c'est ce qui fait la grosse différence pour moi. C'est que maintenant je fais pour moi. Donc je suis responsable des réussites, mais je suis responsable des échecs, tu vois. Ok, hyper intéressant. Tu as une actualité à nous partager, quelque chose, je pense notamment, je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais l'événement de septembre. Est-ce que tu as une actualité là dans les prochains mois qui va arriver Ouais, exactement. Déjà, de façon plus générale, on est en train vraiment de réaxer toutes nos stratégies vers de l'atypique. Parce que vraiment, ça fonctionne vraiment énormément. Alors, ça reste de la location courte durée, donc on travaille toujours sur de la location courte durée, parce que de l'atypique, ça reste des logements. On met sur Airbnb et Booking, factuellement, c'est de la LCD. Quand tu dis atypique, c'est de la location courte durée à thème. C'est de la location courte durée à thème, voilà, exactement. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en avant, vraiment, parce que finalement, on commence à toucher pas mal de modèles, parce que j'ai ce troglodyte, on a des Love Rooms, j'ai une suite Indiana Jones, on est en train de voir pour des bulles et pour des housebots, donc on commence, mine de rien, à toucher à pas mal d'atypiques pour voir un petit peu, et on est en train de gagner une expérience là-dessus. Et du coup, ça m'amène à l'actualité qui est qu'au mois de septembre, là, on organise un gros challenge sur 3 jours, ça sera le 13, 14, 15 septembre, où justement on va faire un gros challenge IMO où on va parler d'atypique, on va amener des coachs aussi mindset pour un peu débloquer les gens à se lancer, à prendre conscience de comment fonctionne la location courte durée, quelles sont les réglementations, les problématiques, est-ce qu'il y a encore de la place, pas de place, comment ça fonctionne et ce qu'on peut gagner réellement avec l'atypique. Ok, hyper intéressant. On s'inscrit en venant sur ton Insta Ouais, bon, les inscriptions sont pas encore ouvertes à l'heure où on parle, mais à l'heure où sortira ce podcast, peut-être que ça sera intéressant. Je pense qu'on sortira les inscriptions à partir de mi-août, je pense. D'accord, ok. Ça sera vers la dernière dizaine en te suivant sur Insta, on n'aura pas de soucis pour... sur Live Steven, sur les réseaux sociaux. Vous aurez tout en temps et en heure. On va communiquer dessus massivement. Donc on attend plusieurs milliers de personnes. Je pense que ça va être un bel événement. Ok. Ah ouais, plusieurs milliers de... Ouais, on va être plusieurs milliers de personnes. À chaque fois qu'on fait des petites conférences, tout ça, déjà on est 400-500 personnes. Donc là, on va vraiment faire un truc beaucoup plus gros avec un budget beaucoup plus gros. On est déjà en train de travailler dessus depuis un mois. Donc c'est pour te dire qu'on a vraiment un truc. Il y aura des groupes qui seront créés pour vraiment parler, que les gens profitent de la communauté. Il y aura des petits workbooks pour faire des petits trucs. Ça sera vraiment très très animé. Ça durera une quinzaine de jours en tout, 3 jours vraiment de live, et on attend plusieurs milliers de personnes, je pense. Donc ça va être sympa. Ça va être sur un... C'est quoi, c'est un week-end ou... C'est sur un week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Ok, donc les gens pourront en profiter pleinement, même si ils travaillent. Dimanche, et on finira par un petit live FAQ avec tout le monde, et ça va être sympa, tu vois. Il me reste, je disais 3 tout à l'heure, mais j'en avais 4. Il me reste 2 questions à te poser. Dis-moi. C'est quoi ta passion inavouable? Ma passion inavouable, c'est la collection des cartes Pokémon, mec. Ok, stylé. Je suis un fan à... Mon bureau de studio, on le voit jamais en story, mais derrière, mec, c'est un mur Pokémon. Ah ouais? 2 cartes gradées, ça vaut une fortune. Hein, mais, t'en as quelques-unes qui valent 5-10 000 euros? Oh ouais, largement, ouais. J'ai les toutes premières collections en Jap, en française, gradées. Tu sais que j'ai une histoire de ouf là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'avais des cartes... J'avais genre, je sais pas, je pense 500 000 cartes dans une boîte Pokémon. Ouais. Et puis un jour, comme tout le monde, je vois à la télé que ça a explosé, que ça a pris de la valeur. Du coup, je demande à ma mère, elle me dit ah mais mon titi, parce qu'elle m'appelle mon titi, elle me dit mon titi, je les ai jetés. C'était terrible. Ouais. Et je suis persuadé, bon, on le saura jamais, mais je suis persuadé qu'il y avait un Dracofeu qui était dans cette collection-là. Ça compte. Moi, j'en ai un en 9 sur 10. Ah, t'en as en gradé PSA 9 sur 10. Ouais. Ça veut dire quoi En fait, t'as des gradings où en fait, tu peux envoyer dans des sociétés de grading et qui évaluent la qualité de ta... c'est good, qui évalue, si tu veux, ta carte. Elle est vraiment passée à la loupe, elle est regardée partout, elle est gradée en fait par un organisme de certification, pour le coup, un peu comme nous avec le CPF. Ouais, bien sûr, c'est un organisme de certification international qui est basé aux US, qui te grade tes cartes. Après, tu as un code barre, ta carte elle est référencée mondialement, et du coup, tu as une note entre 0 et 10, puis voilà, 10, et 9 sur 10, summum, et ça veut dire que ça vaut... 9 sur 10, ça te sort une carte à 25 000 balles, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais.
en édition 1. Enfin voilà, après ça dépend des cartes, Donc évidemment, de la rareté des cartes. 50 ou 100 000 euros de cartes Pokémon Ouais, je pense que j'ai une 50 000 balles de cartes Pokémon. Ouais. Ah oui, donc c'est une vraie Toutes passion. gradées. Ouais. Ah ouais, c'est une passion de fou. Plus des items à côté, ça a été. Encore, j'ai vachement ralenti depuis l'entrepreneuriat parce que j'ai moins le temps de m'y mettre. Mais c'est vrai que régulièrement, je me fais des petites commandes au Japon, des choses comme ça, parce que je fais beaucoup de japonais. Ok. Et ouais, ça c'est. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux de temps en temps, mais rarement. Mais ouais, c'est ma passion perso, quoi. Ok, trop cool. Ouais. C'est une vraie passion. Ah Ok. ouais, et que je partage aussi avec mon frère, tu vois. Ok. Donc on a un micro-business aussi à côté où tu vois, on revend des items à Ah ouais plus-value, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Mais très secondaire. Ouais. Business passion. Tu t'amuses. Ouais, moi je check ça une fois par mois, tu vois. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé pour clôturer, qui te semblait important de traiter? Ou tu penses qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, la chose pour moi la plus fondamentale, c'est si on veut passer un message, tu vois, aux personnes qui ont envie de se lancer, tu vois, c'est il faut arrêter de toujours rêver, et de croire que c'est trop dur, de croire que t'as pas le temps. Tu peux tout faire, mec. Tu peux tout faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu fais pas quelque chose, c'est juste t'as pas envie en fait. T'as pas envie de le prioriser et t'as pas envie de le faire en fait. Si t'as vraiment envie de quelque chose, crois-moi, tu peux vraiment tout faire, quoi. Clairement. Enfin moi c'est ce que je pense en tout cas. Mais je suis assez d'accord. Je pense que souvent il faut être vigilant parce que comme on le disait, je crois plus en off, mais c'est quand même plus dur que ce qu'on nous laisse croire. C'est super dur. C'est pas si travailler comme un facile, dingue. tous ces sujets-là, que ce soit l'entrepreneuriat, l'immobilier. Moi, le premier, j'ai envie d'essayer de démocratiser le sujet, mais il faut reconnaître que c'est pas facile au quotidien. Moi, je pense même que c'est dur. Je pense même, pour aller plus loin, je pense que tout le monde peut le faire, mais que c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il faut quand même des épaules. Je veux dire, il faut quand même une sacrée mentalité aussi. Il faut avoir le goût du challenge, le goût de monter des risque choses, aussi. etc. Le goût du risque. Faut avoir une maîtrise de son stress, etc. Franchement, c'est hardcore. Des fois, c'est pas tant en termes de volume horaire, c'est en termes de charge mentale, en fait. Des fois, tu te dis, là, surtout que nous on cumule les deux parce qu'on a le stress de l'investissement qui reste quand même pas, c'est mesuré mais ça reste pas anodin d'avoir des biens, etc. Tu peux avoir des emmerdes sur des sujets X ou Y et en même temps le stress de l'entrepreneuriat, donc c'est vrai que ça fait un stress assez je ressens important. plus le stress à l'entrepreneuriat que l'IMO, tu vois. Ouais. Ben ouais, parce que l'entrepreneuriat, ça peut être qui tout double, entre guillemets. Tu vas faire des campagnes à 15 000 balles, tu dis est-ce que je vais les récupérer? Il y a une volatilité qui est quand même très très forte et je trouve que c'est beaucoup plus. Oui, mais tu peux avoir un bien IMO qui se fait squatter du jour au lendemain. Il y a ces problématiques-là. Mais bon, et le but, c'est d'essayer de les évacuer le plus possible de l'esprit et puis quand ça arrive, gérer le problème et puis c'est tout. C'est ça la meilleure qualité à avoir pour moi, pour un bon chef d'entreprise, un bon manager, c'est régler des problèmes de toute façon toute la journée. Donc en fait, il faut que tu apprennes à gérer le problème, à bien le gérer, à bien le manager, à pas stresser. Toujours des solutions. Alors des fois, t'es squatté pendant 6 mois, mais il y a toujours une solution. Mais c'est ça, c'est garder son calme, garder son recul et jamais abandonner et toujours croire au process. Et non, oui, on peut avoir l'impression que c'est facile. C'est pas facile du tout. Il y a des jours, j'ai remis, on arrive presque à 5 ans, comme on l'a dit. Il y a plus d'une fois où j'ai tout remis en question. Ah ouais, plus d'une fois où je me suis dit stop en fait. Stop, ça marchera pas. Stop, je percerai pas sur les réseaux parce que en fait j'avais toujours 600 abonnés, ça marchera pas. Et puis un jour j'en ai pris 12 000 en 24 heures, tu vois. Donc mais en fait tu te dis non, ça marchera pas. L'IMO, finalement j'ai fait un mauvais mois en hiver, en fait je me suis emballé, ça marchera pas. C'est que ça. Ouais. C'est là qu'il faut être solide. C'est là que les connaissances c'est important, mais ça fait pas tout. Je suis d'accord. Bon, merci en tout cas pour l'échange, c'était cool. Merci à toi, Maury, c'était bien sympa. Très intéressant. et puis moi, je vous dis à la prochaine sur un prochain épisode. Et puis, n'hésitez pas à écouter le nouveau podcast de Steven, qui sera partagé entre parcours entrepreneuriaux d'investisseurs. C'est ça. Et en même temps, témoignage de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais du coup, appliqué au terrain, puisque c'est des gens que tu as accompagnés qui font des projets. Exactement. Merci à Maury. Salut. Allez, ciao. Hop. On y va direct ?